Bonjour à tous et bienvenue sur Equinox Télévision. Le 10-12, le Zénith en ce deuxième jour de la semaine prend droit de cité. Et tout le panel est fortement mobilisé pour vous entraîner encore dans les histoires bien faites de chez nous, dont on parlera encore tout au long, bien sûr, de cette production à travers vos différentes réactions sur la toile et notamment sur SMS. On va souhaiter la bienvenue à Charles Armel qui est de notre ce jour. Bonjour. Bonjour Didier Patrice, bonjour directeur de la SNI, au directeur de la CNPS, au directeur de Cameco, directeur de la CSPH entre guillemets, et on finit par le directeur de la SNH et peut-être par le tam-tam de Paul Biya. Santé, vous saluez, vous touchez gros et c'est bien. La République va bien avec vous. Et moi j'ai envie de savoir ce qui se passe avec les directeurs ce matin, Charles Armel. Les salaires vont de 7 millions à 45 millions. Ah d'accord. Voilà. Merci Charles Armel de vous installer. Meggy est tout à côté, bonjour et bienvenue. Bonjour Didier Patrice et bonjour à nos chers téléspectateurs du Zénith. Ben, écoutez, on attend vos réactions, nombreuses comme d'habitude, sur notre numéro de SMS et sur la page Facebook de l'émission. C'est 10-12, le Zénith. Voilà, dans l'espoir effectivement que ce sourire de Meggy soit contagieux, parce que c'est pas très souvent qu'on voit sourire les anciens, pour qui nous avons beaucoup de respect et d'admiration. La preuve, il ne manque pas de nous accompagner tous les jours dans cette production. Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Didier Patrice, effectivement vous avez raison d'interpeller le sourire des anciens, mais est-ce qu'un ancien peut sourire lorsque les gens sont en passe de mourir parce qu'ils n'arrivent pas à être dialysés? On nous annonce encore l'arrivée des nouveaux kits. Je pense que cette fois-ci, les malades atteints d'insuffisance rénale seront vraiment pris en charge. L'avenue et tout, on parlait de l'annonce effectivement de la disponibilité enfin de ces 9500 kits de dialyse qui sont finalement disponibles au grand bonheur de tous les dialysés. De toutes les façons, nous y reviendrons. Tendance Kenyé nous fait l'honneur d'être là également ce jour. Bienvenue. Toujours avec la c'est comment Tony? Pourquoi du coup ma gauche, je dis ma gauche, pourquoi du coup ma joue me dérange comme ça quand tu m'annonces? Oh, je sens qu'on a fait comme ça sur mon nom jusqu'à... Mais je me l'empête. Bonjour Didier Patrice, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à Meggy. Bonjour. Tu sais pourquoi je vais te dire bonjour Meggy? Mais non, dis-moi. Parce que tu vas m'accompagner dans mon histoire du jour. D'accord. Bon, ça a cuit. N'est-ce pas qu'on a de congé, on a besoin de se reposer, non? J'arrive en machine Beaumayer. Une femme m'approche. Oh, tendance, pardon, ouais, je vais parler à Equinox. Amenez-moi à Equinox. J'ai dit que ouais, maman, tu veux travailler à Equinox ou tu veux parler à Equinox? Elle me dit, pardon, je veux parler à Equinox. J'ai dit que non, si tu veux parler à Equinox, tu me dis. Comme ça, il t'amène voir mon patron, il te recrute. Parce que c'est un patron qui recrute même des fous. Qui veut parler, on va dire que quelqu'un n'est pas la talakou. Je fais. Quand vous-même faites la talakou à vos patrons, je dis quoi? Je ne dis rien. Oh, je dis, parle-moi de tes problèmes. Elle me dit qu'elle travaille dans une société Meggy. Que l'autre jour, madame a payé, mais elle n'a pas pris son salaire. Je dis, rien que prendre ton salaire, elle dit qu'elle ne peut pas prendre. Ce n'est pas ça sur les antennes d'Equinox pour dire pourquoi. Je dis, explique-moi alors, elle est venue dire au public. Elle dit qu'elle a une patronne, donc la femme là est méprisante Meggy. Que quand la fin du mois arrive, quand elle sait qu'elle veut payer le 15, à partir du 10, elle commence à devenir nerveuse. Donc tout ce que vous parlez, les nerfs, même s'il faut rire, quand on convoque les réunions, c'est dit qu'il y a réunion à 13h. Elle dit qu'il y a réunion à 13h, à 17h qu'elle vous trouve à la salle de réunion. Donc elle, pour payer d'abord, il faut qu'elle bavarde jusqu'à... Et que l'autre jour n'a pas pris son salaire parce que madame a pris l'argent, commencé à parler. Je paye même d'abord comme ça que vous êtes là, vous ne foutez rien. Les clients viennent ici, vous les regardez mal. Machin. Donc elle est dépassée, elle ne sait pas comment faire. Elle voulait qu'on l'aide. Soit elle va prendre son argent ou elle ne peut pas prendre. Elle a besoin de vos conseils. Avant qu'elle me dise que pardon, moi, en tant que tendance Kenyé, je vais dire à mon gouvernement ce matin que l'effet qu'on paye par même levé, je ne suis pas d'accord. Mieux, on paye par virement. Je sais que vous allez dire, par virement bancaire, bien sûr, en bon français. Je sais que les gens vont dire que, ouais, ça dépend de la société. Non. Si tu peux avoir une petite société, ça veut dire que tu veux payer par virement bancaire. Donc, chez Ngomna, venons au secours aux gens que, quand pour les payer, on parle sur l'argent. Parce que la femme m'a parlé, elle était très énervée et en colère. Une patronne qui est toujours nerveuse. Pour payer les gens, c'est les problèmes. Non seulement le salaire traîne, mais pour payer, il faut qu'elle parle. Elle gronde de tout le monde. Elle parle aux parents, aux papas, comme si elle parlait aux enfants. Vous-même, dites-moi si c'est normal. Merci, c'était donc l'histoire du jour à nous proposer par Tendance Kenyé. Maintenant,
les formes de paiement sont généralement définies par l'employeur, hein, qui peut, selon qu'on est du nord ou du sud, non pas version régionale, mais plutôt selon qu'on est en sensibilité de concevoir notre entreprise comme nous le voulons ou comme nous le souhaitons. Alors, Charles Armel, qu'est-ce que cela peut susciter comme réaction? J'ai entendu dire qu'il y a des patrons qui, pour payer, ils vont proférer des choses sur l'argent. Didier Patrice, il faut dire qu'il y a des gens qui, de manière graduelle, sont arrivés à devenir patrons et des gens qui, de manière accidentelle, entre guillemets, sont devenus quand j'ai voulu dire président, ils vont devenir des patrons. Pour dire que celui qui arrive de manière, comment on va dire, qui tombe des nues, il se réveille un matin, comme on dit les arrivistes, à devenir patron, il a du mal à comprendre, du mal à cerner la personnalité des employés. Il se retrouve à faire ce que Tendance est en train de dire, c'est-à-dire non seulement mépriser les employés, oublier, rejeter la question du respect humain. La question du respect humain, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de respect de la personnalité. La personnalité, c'est une chose, parce qu'il a ce que la personne n'a pas, il peut faire. Il y a l'environnement social qui peut faire en sorte que l'ensemble des pressions qu'il y a, les gens cherchent, lorsqu'on passe une annonce comme qu'on recherche une spécialité ou une compétence, c'est 5000 dossiers qui arrivent. Ils jouent avec cette pression sociale en disant « Vous ne me servez à rien, à tout moment je peux vous virer parce que j'ai des gens qui sont sous la main, qui sont en attente, qui sont en train de demander. » Ça, c'est un autre côté. Maintenant, il y a le côté que les employés, véritablement, sont des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui passent le temps à ne rien faire. C'est des gens qui ne bossent pas. Parfois, vous êtes dans une entreprise, c'est le patron qui travaille seul. C'est-à-dire que c'est lui qui est commercial, c'est lui qui fait le marketing, c'est lui qui ramène. Il fait pratiquement tout. Comment voulez-vous que ce soit ce patron, lorsqu'il paye, il peut être dans la joie? Donc, on a plusieurs cas de configuration. Et si on est dans un cas comme celui que dit Tendance, il faut dire véritablement que c'est une femme qui soit à la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas le service à elle rendu, soit elle ne veut véritablement pas sortir de l'argent pour régler, soit véritablement, on va le dire, elle n'a pas la compétence nécessaire pour virer. Parce que lorsque vous vous rendez compte qu'un employé ne vous donne pas satisfaction, mettez-le à la porte tout simplement, au lieu de bavarder, au risque d'attraper l'AVC. Allez, merci Charles Armel pour cette analyse, en tout cas de l'histoire du jour à nous proposer par Tendance Kenyé. Megui, quelle analyse, quelle lecture, en tout cas comment comprendre effectivement que certaines personnes soient sujettes à de telles choses, légères carrément? Ben écoute, Didier Patrice, il faut tenir compte de plusieurs hypothèses, hein, parce qu'on a généralement des personnes qui naturellement sont des personnes désagréables. Il y a un problème d'éducation aussi qui peut être relevé parce que ce n'est pas parce qu'on est patron qu'on est forcément très élevé sur le plan éducationnel. On peut être patron et avoir des limites à ce niveau-là. Et ça se ressent immédiatement dans la façon dont on gère son personnel. Maintenant, il y a aussi cette possibilité qui fasse en sorte que vous avez des patrons qui aujourd'hui ne veulent pas forcément licencier les gens de façon normale parce qu'on sait que ce qui peut s'en suivre, paiement de droits et tout ça. Donc, ils usent de tous les stratagèmes pour décourager les employés. C'est-à-dire que ça passe justement par ces manques de respect, ces humiliations, de façon à ce que l'employé se sente blessé dans sa propre chair et puis décide comme ça de partir et abandonner son travail. Donc ça, c'est des stratagèmes qu'on connaît qui se passent dans des entreprises. Maintenant, il y a aussi justement des patrons qui peuvent être fâchés, même si ce n'est pas la bonne façon de procéder, c'est-à-dire humilier les gens ou payer quelqu'un en parlant sur l'argent, en l'insultant pratiquement. Si vous êtes fâché du travail d'un employé, on sait ce qu'il y a lieu de faire. Vous pouvez attirer son attention. Il y a des blâmes, il y a des avertissements, ou alors vous le licenciez. Mais tout compte fait, quand on entretient des rapports avec des employés, pour des patrons qui ont fait management, qui connaissent comment ça se gère une entreprise, il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que le contentement d'un employé se voit immédiatement sur son rendu sur le plan professionnel. Quand un employé est content, il travaille avec toute la bonne volonté nécessaire, c'est-à-dire qu'il peut faire des sacrifices. On a vu des gens qui ont travaillé pour des entreprises qui
pour la naissance d'une entreprise, ils se sont sacrifiés sans véritablement toucher de salaire. Sans véritablement toucher de salaire. Parce que quand on procède comme ça, tout à l'heure, Charles Armel a parlé du fait que beaucoup de patrons aussi ont un certain zèle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi, donc du coup, ils se disent que bon, toi, si tu veux trop bavarder, on te met de côté, il y a toujours la main d'œuvre. Oui, c'est vrai, mais si on procède comme ça, on va se retrouver justement à changer de personnel tout le temps, à faire partir même des personnes très compétentes qui apportent un plus à l'entreprise, parce qu'on se dit oui, on ne veut pas, on ne veut pas. Donc, on travaille avec des gens. Il faudrait que le respect soit mutuel. Il faudrait que le respect soit mutuel. Je connais des entreprises où on appelle même les patrons par leur prénom, mais ça ne joue pas sur la qualité, du rendement, où les patrons, les employés sont des amis. Mais ça ne joue pas. Il faut juste pouvoir faire la part des choses, tant pour les employés que pour les patrons. On n'a pas besoin d'humilier les autres. Maintenant, le paiement... en bavardant, Megui. Non, en donnant même levé. Oui, moi je suis un peu contre ça parce que quand vous avez fait votre travail, vous allez à la banque, vous touchez votre argent. On va dire que ça dépend de l'entreprise. Maintenant, quand c'est souvent en main de... je sais pas, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est désagréable justement pour vous recevoir, pour vous payer, c'est un problème. Oui, revenez comme ça, revenez après, je vais à la pause, je vais comme ça, je fais comme ça. C'est désagréable. Je dis c'est désagréable. On n'a pas besoin de traiter les gens de cette façon. Voilà. On n'en a pas besoin, ma chère Megui. Merci. Je partage de toutes les façons cet avis. Bon, Bengan, une situation complexe entre employeurs et employés, surtout lorsque le moment est venu de payer, comme le dit Tendance Kenny. Tout à fait, le moment de la paye est compliqué parce que là, le patron estime que c'est son argent et c'est par magnanimité qu'il paye ses collaborateurs. C'est quand même un peu grossier et c'est anormal, c'est pas bien. Mais je vais prendre un exemple qui s'était produit ici. Donc l'actualité camerounaise a été ébranlée, c'est ça le mot, avec la grève des dockers dernièrement. Et celui, je n'ose pas dire son nom ici, c'est un ami, il est très connu dans la place publique, il disait aux dockers, si vous ne travaillez pas, on va vous remplacer. Il peut vous remplacer, encore vous êtes des milliers à attendre. Alors qu'ils étaient là, les bateaux étaient accostés au port, on n'arrivait pas à les décharger, à charger d'autres. Et précisément parce que ces dockers-là, dont on paye à main levée, comme dit, on ne les payait pas normalement, ça veut dire qu'ils n'avaient même pas de statut. Ils n'ont pas de statut, mais précisément, Tendance avait raison d'interpeller le gouvernement, précisément parce que l'environnement aujourd'hui ne voudrait pas que ce qu'on appelait les toughit, les dockers, qu'on les prenne en considération. Alors que pour 2 ou 3 jours qu'ils n'ont pas travaillé, toute l'activité économique du Cameroun était bloquée. Précisément, on ne les met pas dans les conditions où ils doivent avoir leur argent, dans des microfinances, c'est-à-dire qu'on estime que c'est les sous-hommes. Donc, je prends le cas de Docker parce que ça a défrayé la chronique ici dernièrement. Or, pour le patron, le choix porte sur la banque ou la microfinance qui pourrait appeler, avec qui peut lié en relation d'affaires pour virer le salaire de ses collaborateurs. Bon, ici, il n'y en a pas. Ça veut dire que cette patronne ici a trouvé bon de ne pas avoir une microfinance où le salaire des employés serait viré. Ça englobe aussi que si ces collaborateurs ne peuvent même pas bénéficier des prêts scolaires et autres choses là-dedans. Déjà, quand on te paye à la main levée, elle peut couper l'argent comme elle veut, sans même passer par le code du travail. C'est-à-dire qu'une mise à pied, par exemple, de 8 jours, avec incidence sur le salaire, sur la base de ce que l'employé n'a pas eu un comportement honorable. Donc, il fait au gré des humeurs. Donc, il gère au gré des humeurs. Voilà un peu l'orientation. Maintenant, parler sur l'argent, effectivement, il y en a... Ça existe ça, oui, parler ça existe. Sur l'argent? Ça existe, ça veut dire que, comme on dit, c'est des pratiques, j'allais même dire maléfiques. C'est-à-dire, vous voulez donner, vous dites, cet argent ne vous servira à rien. C'est ça qui attriste, donc c'est l'ami des tendances, notre compatriote qui a interpellé Tendance. Donc, vous dites, cet argent, tu ne feras rien avec ça. Mais attendez, nous sommes quand même en Afrique. Et il y a des gens qui ont le pouvoir. Quand tu maudis l'argent que tu donnes à ton employé, que voulez-vous? Il ne peut pas prendre.
Parfois, tu vois quelqu'un qui travaille dans une société, normalement, bon, il ne construit jamais. Il a fait 8 ans, 10 ans dans la société, il ne connaît même pas le prix d'un terrain. Par exemple, le patron, parfois tu travailles avec quelqu'un, ton collègue a le salaire, mais toi, tu n'as pas. Donc, ça dépend des humeurs de madame. Le jour qu'elle dort mal, le matin, qu'elle veut payer ton collègue, elle ne te donne rien. C'est toi qui dis encore à ton collègue que Joe, pardon, tout moi 10 000, elle veut payer la lumière et l'eau. Les patrons aussi, même que pour payer, ils partent d'abord au village, ils parlent sur l'argent. Ils partent dans la maison sacrée. Ils parlent sur l'argent que l'argent, c'est que même payer à mes employés là, je veux récupérer ça en quelques secondes ou encore en quelques jours. C'est énervant. Comme il y a aussi les patrons, Megui, que parfois tu es là, avec eux, quand vous travaillez, non, quand tu atteins les nerfs, ils t'affectent. Tu vois, non? Tu dois peut-être avoir là. Comme disait Megui, non pas plus au management. Non, Megui a parlé en bon français. Tu comprends, Megui? Tu avais un patron, quand ta tête commence à l'énerver, Oui. tu fais les trucs, une fois il cautionne, 2 fois il cautionne, 3e fois il cautionne. Comme il y a l'AVC dehors, et que peut-être il ne peut pas lui mourir sans regarder ses enfants, ce qu'il fait, il te prend à Douala, il t'envoie à Yagua. Même s'il n'y a pas la société à Yagua. Bon, là nous sommes carrément du cadre de l'histoire du jour. Ça veut dire que les employés n'ont pas de statut. Oui, il y a effectivement toutes ces frustrations qui existent en milieu professionnel, mais il faut savoir faire la part des choses. Oui. Donc si tu te prends à Douala, non, il t'envoie à Yagua. Même s'il n'y a pas la société là-bas, il va te dire, balade-toi dans tout Yagua. Ça existe au Cameroun. Si c'est pas ça, on connaît telle société. Merci. Merci Tendance. Merci également à vos différentes réactions. Nous allons rappeler que les téléspectateurs ont également le droit de venir nous proposer leur lecture ou leur analyse générale de cette situation évoquée par Tendance Kenyé, qui a suscité en tout cas les réactions de tout le panel ici présent ce jour. Ceci nous permet d'embrayer avec la colère de Charles Armel, qui va s'attaquer à un volet essentiel qui est forcément celui de la santé. Mais avant justement cette colère, on peut peut-être, si Megui le permet, prendre quelques lectures des SMS qui nous sont déjà parvenus. Voilà, donc Joël depuis Village qui nous dit demander à ces dames d'aller prendre son salaire, c'est la sueur de son travail. Cette patronne est de mauvaise foi et si elle continue dans ce sens, Dieu va la payer et elle risque de chuter et fermer cette entreprise. Le karma, hein, ça existe. Hein. On le conseille d'aller prendre. Entre patrons et employés, la situation se dégrade à la communauté urbaine de Douala, où le docteur Tonnet se sent surpuissant. Voilà. Oui, tout à fait. Conseillez-le, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment le terme, parce que lui dit que même les textes réglementaires de la République ne disaient rien. Le ministère du Travail dit qu'on ne licencie pas les délégués personnels, il dit que je les licencie. Donc il s'en fout même de la loi qui régit le code du travail. Alors, Yannick depuis Yaoundé nous dit, je trouve que chacun d'entre nous doit être son propre patron. Mais bon, est-ce possible? Il faut bien que... La question de l'auto-emploi aussi, c'est un autre... Oui, mais quand tout le monde, alors 20 millions de Camerounais, chacun sera son propre patron. Qui va travailler chez l'autre? Alors on a un message qui n'est pas signé qui nous dit, savez-vous que les enseignants n'ont pas été payés depuis les corrections du baccalauréat? Pourquoi la presse n'en parle plus? Non, on n'en a pas. Précisément parce que ces enseignants ont dit qu'ils sont astreints à l'obligation de réserve. Nous voulons bien qu'ils parlent, ils ne veulent pas parler. Voilà, ce n'est pas la faute aux journalistes, c'est la faute à ces enseignants. Alors, ils ont des syndicats qui ne veulent même pas en parler. C'est déjà entré en ces patrons sans cœur qui n'encouragent pas les efforts fournis par les employés. On dirait une mentalité prélogique. Où va notre pays? C'est que tu parles sur l'argent. Dès qu'il prend l'argent, moi aussi, il dit que c'est la sueur de mon front. Rien ne me fait. Voilà. Oh. Allez, merci. Hein. Merci, Megui. La suite des messages, ce sera tout à l'heure. Nous sommes portés au temps convenable pour que nous prenions la colère de Charles Armel. Et à chaque fois que j'évoque cette colère-là, j'ai des petits frissons. Nous allons certainement aborder la question des infrastructures sanitaires, des plateaux techniques et d'autres volets essentiels tels que nous le décrit Charles Armel. Voici sa colère. Je m'interroge ce jour sur la question de nos centres de santé avancés, communément appelés hôpitaux de référence. Sont-ils véritablement des références? Peut-on se sentir en référence dans ces lieux de référence? Point d'interrogation. En quoi sont-ils référents? Mais en quoi se démarquent-ils des autres?
Pourquoi veut-on nous faire croire à un possible bonheur lorsque les donateurs préfèrent eux-mêmes aller se soigner en Europe? Comment comprendre ce flou artistique qui règne derrière cette affaire d'hôpitaux de référence alors que les malades peinent à rentrer dans leur prise en charge? Comment comprendre que l'image actuelle de nos hôpitaux soit très pathétique? Absence de matériel, logistique de pointe, matelas, lits réactifs et j'en passe. Pourtant, nous sommes dans des centres de référence. On dirait que nos hôpitaux, ou on dirait de nos hôpitaux qu'ils ressemblent à des prisons à ciel ouvert parce qu'ils ne répondent plus aux attentes des Camerounais. Comment comprendre le fait qu'on y entre sain et on y ressort malade? Comment comprendre le fait que l'insécurité a fait son nid dans ces hôpitaux de référence? On vole tout du simple gant de toilette au savon en passant par les sous-vêtements. Oui, c'est nos hôpitaux de référence. La preuve, il faut préciser que ce n'est pas tout qui a été réceptionné qui est fini, ou de tous ceux qui ont été pris en charge, qui sont arrivés à la fin. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, les directeurs des hôpitaux n'aient pas révolutionné l'accès à une eau de qualité? Allez faire un tour du côté du centre gynéco-obstétrique, vous allez vous rendre compte qu'une seule partie est finie. Le reste, on se débrouille. C'est le côté chinois. Le reste camerounais, on se débrouille. Comment comprendre que les hôpitaux souffrent de leurs toilettes sales et crasses, obligent? Comment comprendre le fait que dans ces hôpitaux dits de référence, on parle plus de cherté en termes de prise en charge que les hôpitaux dits classiques, sans que cela n'émeuve notre ingénieur polytechnicien? Comment comprendre ce manque de considération notoire envers les patients dans des situations d'urgence, une attitude fréquente dont la conséquence la plus grave est la perte de vies humaines? Rappelons-nous de l'hôpital général de Douala. Rappelons-nous encore de ce même centre gynéco-obstétrique de Yassa, où le docteur Ngokana, ne pouvant accoucher, s'est retrouvé de l'autre côté. On connaît la suite. Comment comprendre que la majeure partie de nos hôpitaux dits de référence ont du mal à décoller? Manque de personnel, de politique de croissance ou de compétences véritables. Où sont-ils passés? Pourtant, le ministre avait annoncé les affectations. Faites un tour. La preuve, vous verrez qu'à ce niveau, c'est encore grave. Comment comprendre que les hôpitaux dits de référence ressemblent plus à des cliniques privées qu'à des hôpitaux dédiés à la population? Comment comprendre que les premiers responsables de ces hôpitaux de référence semblent ne rien comprendre? Problème avec le personnel médical recommandé et mis à leur disposition. Difficulté à véritablement prendre possession des lieux. Difficulté à former le personnel à l'utilisation des équipements. Grosse pression dans le recrutement du petit personnel, notamment ceux chargés de l'entretien et autres, et conduit progressivement l'hôpital vers l'ouverture. Allez voir, vous viendrez m'en dire. Comment comprendre qu'à ce jour, on préfère l'hôpital à Kintini, à ces centres dits de référence pour ce qui est dans la ville de Douala, pour ce qui est dans la zone de Saint-Mélima, on préfère remonter à Yaoundé. Que se passe-t-il dans ces centres de référence, excusez-moi, ces centres de santé avancés? Comment comprendre le flou bombotique qui tourne tout autour de l'organisation et la commande des premiers médicaments organisés par la gestion informatique? Que s'y passe-t-il? À qui profitent les crimes? Point d'interrogation. Allez, merci Charles Armel. À qui profite le crime de ce théâtre que nous pouvons justement observer dans ces centres dits de référence ou dans ces hôpitaux de référence au Cameroun? Mombo Bengan. Oui, il a cité Charles Armel, un cas tout à l'heure qui montre l'image en réalité, j'allais dire hideux, permettez l'expression parce que c'est de ça qu'il s'agit, de ce docteur Ngokana, fonctionnaire de son État, affecté à cet hôpital dit de référence gynéco-obstétrique. Elle meurt de suite d'accouchement dans un hôpital de référence, médecin de son État. Et pire encore, on n'arrive pas à prendre ses soins, à s'occuper d'elle dans le centre, dans cet hôpital de référence. On l'envoie à un autre hôpital de référence, l'hôpital général de Douala, où elle finit par mourir. Regarde, en réalité, ça montrait l'image réelle, la photographie réelle de la santé au Cameroun. Un médecin meurt de suite d'accouchement dans un centre de référence qui devrait s'occuper d'elle. Et en plus, c'est un médecin. Donc, il s'est passé quoi? Le médecin, encore à l'époque, il a bien fait de relever ça parce qu'on peut commencer par là. Oui. L'hôpital nous est livré par les Chinois. Et eux-mêmes, ils disent que tous les notices
était en chinois. Et bon, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont entrés à l'étude de la langue chinoise et ils ont réussi à décortiquer, à connaître même l'utilisation de ces, de ces machines-là et ces appareils. Comment donc un hôpital, nous sommes en coopération avec la Chine depuis au moins 1971. Donc, les responsables en charge de la santé n'ont-ils pas donc été envoyés en Chine ou alors leurs nominations les ont surpris là avec le matériel chinois, l'utilisation dont on ne connaît pas? Voilà un peu. D'où vient ce matériel chinois, mon Bob? Non, c'est de la Chine, naturellement. On ne les fabrique pas. Voilà. Et par qui? Par qui vient effectivement ce matériel dans nos... Le gouvernement, depuis 2003, quand le chef de l'État a relancé la coopération, comme ils ont dit, excellente, sino-camerounaise, c'est comme ça qu'il l'a appelé, on n'a pas réussi à former les techniciens camerounais aux Chinois. Mais bon, on enseigne le chinois déjà en classe de 4e, semble-t-il. Donc peut-être c'est ceux-là, les médecins qui seront formés dans l'an 2035 qui pourront voir. Mais au moins, les appareils chinois sont arrivés, n'arrivent pas à l'aide quantité. D'autres cas, je vais encore en citer 3. Mongo Betty est mort à l'hôpital général de Douala en 2001. Précisément, on n'avait pas réussi à le prendre en charge. Il souffrait d'insuffisance rénale. Donc, mais on savait, l'hôpital général de Douala savait qu'un malade venait. Et c'est le Mongo Betty, il n'y avait rien du tout. Et il n'a pas pris de disposition. Un peu avant lui, il y avait un pasteur digne, un pasteur de l'église évangélique, pasteur Kene, qui est mort lui aussi à l'hôpital de référence et au centre des urgences, l'hôpital de référence de Yaoundé. Et plus près de nous encore à Tebayene, il est mort au centre universitaire, centre hospitalier universitaire, CHU. Allez voir, on avait d'ailleurs même toutes les chaînes de télévision, y compris la chaîne nationale, avait fait un reportage dessus pour montrer à quoi ressemblait le CHU. Donc voilà donc les hôpitaux dits de référence qui en réalité ne sont pas loin des centres de santé intégrés. Avancés. Donc en fait, voilà dans quelle situation nous sommes. D'accord, merci beaucoup. Meggy, quelle analyse de la situation, quelle réaction cela peut-il susciter à Meggy? L'état dans lequel nous connaissons ces centres dits de référence ou encore ces hôpitaux de référence au Cameroun qui sombrent parfois dans une sorte de précarité indescriptible, hein, pour être gentil. Mais quand on parle d'hôpital de référence, je trouve que c'est désabusé, hein, cette expression-là. Peut-être qu'on parle d'hôpital de référence parce qu'on voit les bâtisses, qui peuvent être plus ou moins imposantes. Mais alors que renferment ces bâtisses-là? Est-ce que justement il y a le plateau technique nécessaire? Parce que si on dit hôpital de référence, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait à l'intérieur le plateau technique qui correspond. Qui correspond. Donc, oui, je suis un peu choquée quand même parce que l'on vit dans ce pays. On a eu le cas de ce docteur qui est décédé des suites d'un accouchement difficile. Il faut préciser ici que quand même, avant de se rendre dans ces hôpitaux-là, elle a passé, je crois, une semaine dans une clinique. Donc, elle est partie de cette clinique-là dans un état déjà plus ou moins inquiétant. Donc, on meurt partout, il faut le dire. C'est pas parce que c'est un hôpital de référence qu'on ne va pas y mourir, mais maintenant, il faudrait peut-être qu'on essaye de ne pas toujours aussi jeter la pierre et voir quelles sont les circonstances qui ont entouré un décès. Qu'on arrive quand même, ce qui est quand même ressorti de cette histoire, c'est que si l'on s'en tient au récit, elle est partie de la clinique où elle était pour un hôpital de la place où elle n'a pas pu payer la caution, je crois, et puis elle est repartie à l'hôpital obstétrique c'est Yassa. Yassa. Voilà, Yassa. Sauf si je me trompe, à cette époque-là, je pense qu'on devait la mettre en salle de réanimation. Et il paraît qu'il n'y avait pas encore de plateau. Non, mais il faut comprendre, elle est affectée à l'hôpital gynéco-obstétrique. Où elle travaillait elle-même. Voilà, lorsqu'un médecin il refuse de se traiter là où elle travaille, elle va dans une clinique, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a déjà un problème. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, que c'est ce qui est ressorti de ce problème-là. Que comment un médecin en service dans un grand hôpital dit de référence est malade, va plutôt se faire suivre dans une clinique. Maintenant, il s'avère que quand le cas dégénère dans cette clinique-là et que là-bas aussi il n'y a pas de plateau technique nécessaire, on ne va
on ne rentre pas directement dans son hôpital où on est en service. Oui. On va dans un autre hôpital. Donc, il y a eu plusieurs choses qui sont ressorties de cette tragique histoire, notamment la situation même des médecins, parce que dire que une femme médecin qui est accompagnée de son mari qui exerce le même métier. Et des collègues aussi qui exercent le même métier n'ont pas pu payer une caution du côté de l'hôpital. Alors là, c'est grave. Voilà, on se demande quand même comment ça se fait. Comment ça se fait, même si c'était dans la nuit, il y a des distributeurs, il y a beaucoup de choses. Non, mais vous pensez qu'il touche combien, Megui? Vous pensez qu'il touche ici? Elle n'avait pas, elle était sans salaire. Le médecin touche combien? Elle était sans salaire. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut s'interroger sur la situation des médecins. On éclaircisait, on ne vous contredisait pas. Je ne suis pas en train de tirer sur eux, je dis il faut se pencher sur la situation des médecins, que des médecins puissent se retrouver dans de pareilles situations, dans un domaine qui leur est propre, c'est quand même inquiétant. Et maintenant, deux hôpitaux de référence qui posent ce problème de plateau technique. Parce que quand on regarde dans la ville de Douala, on connaît quels sont les hôpitaux qui ont plus ou moins le plateau technique moyen, c'est-à-dire par rapport aux autres, que l'on ne puisse pas faire. Je ne sais pas, quand on se retrouve avec un problème de réanimation dans un hôpital comme celui-là, quand on voit la bâtisse, c'est quand même écœurant. C'est écœurant. Allez, c'est écœurant. écœurant. Tu vas à un hôpital, tu arrives là-bas, tu fais l'échographie. On te dit tu vas faire les jumeaux, arriver à l'hôpital, tu accouches un. Tu fais le scanner, ça sort flou. Pourquoi? Après, on va dire que c'est les hôpitaux de référence. Pardon, ne vous moquez plus de nous. Parce que je vous supporte. Mais le tout, sinon, quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. C'est noir, mais je dis que c'est noir. Je ne suis pas là pour faire dans le faux. Tu te bats, Megui, tu parles, rien que d'abord pour te consulter même. Il faut payer peut-être tel examen, c'est à partir de 10 000 francs à montant. 10 000 francs, c'est l'ami de qui? C'est facile. C'est facile pour avoir 10 000 francs. Vous savez combien on rassure? Combien ça comme ration par mois? Oh, wonderful. Donc, il faut dire, Didier Patrice, que peut-être vous ne vous rendez pas compte, on en parle là, mais certains s'amusent à rire, mais la vérité est beaucoup plus profonde dans ce sens que je m'attendais à ce que des honorables comme Joshua aussi, j'en passe, tous ceux qui, Oyono, l'honorable Oyono, qu'ils se lèvent aussi pour dire un matin, ils mettent sur la table un projet de loi qui empêchera véritablement ces grosses pontes du régime à aller se faire soigner en Europe, étant donné qu'on a véritablement de vrais centres comment on appelle ça, les hôpitaux de référence. Comment comprendre, je le disais tendance tout à l'heure, que même les IRM, les simples IRM, lorsque vous allez faire, les résultats sont approximatifs. Le scanner, je vous ai parlé de cet hôpital de référence où le scanner avait un problème, il y avait une tâche sur tous les différents examens qu'on faisait, il y avait la même tâche. Il a fallu qu'on se rende compte que l'appareil est arrivé avec des formations. Pour les Chinois, lorsque les Chinois vous vendent un appareil, Didier Patrice, ils vous vendent le produit avec la langue chinoise. Si vous voulez le module français, c'est un module, vous devez repayer pour avoir le module français. Si vous voulez en anglais, vous devez repayer. Ils disent qu'il faut vendre la machine comme ça. Je prends le cas du docteur Noubissi lorsqu'il voulait lancer sa clinique. On l'a reçu ici sur ce plateau. Le docteur Noubissi avait dit, dans l'une de nos émissions, tant pour moi Equinox, il nous avait dit qu'il a monté le projet de sa clinique. Il est arrivé en Tunisie. En Tunisie, lorsqu'il a essayé de discuter avec les experts, les experts, il avait évalué sa clinique à 4 milliards. Les Tunisiens lui ont demandé que c'est pour ouvrir un centre de santé, que ça ne représente absolument rien pour le faire. Alors, comment comprendre que les résultats, vous allez dans un hôpital, aujourd'hui on vous déclare séropositif. Vous sortez de cet hôpital, vous allez dans un autre, on dit non, vous n'avez pas ça, c'est l'hépatite. Vous allez dans tel, on dit que non, vous avez une hernie bloquée. Alors il faut dire qu'il y a de l'approximatif. Et quand on se retrouve dans ces différents centres, dans ces différents hôpitaux de référence, on s'attendait au moins à ce que les populations soient prises en charge. Lorsqu'on ouvre l'hôpital de référence gynéco-obstétrique de Yassa, c'est pour contenir les populations d'Ari, les populations de Deya, les populations de Nyala, les populations de Yassa, Makepe, Cité de Palmiers. Mais je vous dis que non, cet hôpital est plutôt vide parce que les populations se retrouvent ici à l'hôpital à Kentini. Ça veut dire qu'il y a un problème. Allez, merci.
Charles Armel. Non, heureusement Oui. quand même qu'il y a le bateau Merci qui arrive. Hein. Ah, le bateau Merci qui arrive, c'est un autre bateau de référence. On a un bateau de référence qui arrive. Qui est en chemin. Donc ils vont rester de août à juin pour soigner près de 17 000 maladies alors qu'on a les hôpitaux de référence. Allez, merci. En parlant justement d'hôpitaux de référence et de toute l'atmosphère qui prévaut au sein, bien sûr, de cette grande communauté qui a la responsabilité de la santé publique au Cameroun, nous allons recevoir sur ce plateau M. Emmanuel Lonchi qui vient nous parler effectivement de la campagne de consultation oncologique. On reviendra également sur les dépistages de cancer, de la prostate, du col de l'utérus et bien sûr du sein. Emmanuel Lonchi, bienvenue sur le plateau, bonjour. Bienvenue, bonjour. Je rappelle que vous êtes communicateur médical. C'est ça. D'accord. Alors avec vous, nous revenons sur cette campagne. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, il s'agit d'une journée médicale qu'organise la clinique des cités. En partenariat, la clinique des cités a un partenaire qui est Healthcare Global, Oui. un hôpital basé en Inde qui est dédié et spécialisé dans le soin du cancer et le traitement de cancer. Donc, dans ce partenariat, la clinique des cités organise dans une journée médicale des consultations des patients atteints d'un cancer. Également, conjointement, on aura des dépistages du cancer du col, du cancer du sein et du cancer de la prostate. Donc voilà, ça aura lieu demain. C'est demain, mercredi 26 juillet, à partir de 10h jusqu'à 16h. D'accord. Parlez-nous justement du lieu et surtout des modalités, hein, d'abord. Oui, le lieu, je le rappelle encore, c'est la clinique des cités. C'est situé à Makepe, Ronde-Poulain, non loin de Makepe Palace, juste à côté, après, en allant sur leur pomme. Donc la clinique des cités, vous la trouvez à peine 50 mètres après le carrefour Ronde-Poulain. Oui. Donc de 10h à 16h. Et les modalités pour les patients atteints d'un cancer, c'est gratuit. Et les patients, tout simplement, ont besoin de venir équipés de leurs antécédents médicaux, c'est-à-dire les rapports, les résultats d'examen, les clichés, tout ce qui est relatif à leur état de santé. Maintenant, pour le dépistage, nous insistons aussi également que les personnes se fassent enregistrer au préalable, en appelant au numéro que nous avons signalé tout à l'heure, ou bien en se rendant directement à la clinique des cités, à Makepe Ronde-Poulain, pour se faire enregistrer au préalable. C'est obligatoire, il faut se faire enregistrer au préalable parce que nous devons savoir exactement combien de personnes arrivent. Pourquoi la nécessité de l'enregistrement, justement? Pourquoi il faut absolument se faire enregistrer pour participer ou du moins assister à cette campagne? C'est purement organisationnel. Oui. Les Camerounais, bon, je ne sais pas si c'est... Il ne faut pas qu'on le prenne mal, ont cette fâcheuse habitude, lorsqu'il y a un tel événement, quelqu'un est au courant, il reste tranquille, la dernière minute, il se lève simplement, il vient voir avec les conseils également, où on demande aux gens d'acheter les billets, et ils ne le font pas, alors que les plans de place sont limités, et ce jour se rend, trouve qu'il n'y a plus de place. Donc, c'est 100 kits. 100 kits pour le cancer du col de l'utérus. Donc il faut qu'on enregistre les gens au préalable. Ils vont appeler, on leur donne une heure à laquelle ils vont venir, parce que tout le monde ne peut pas venir à 9h le matin, 100 personnes à 9h le matin, tout d'un coup, ils vont être reçus comme ça. Il y en a qui vont beaucoup attendre. Donc c'est le rendez-vous au préalable, vous appelez, vous faites enregistrer. Pour les patients également souffrant d'un cancer, vous appelez, vous faites enregistrer. On paye l'entrée, papa, pour me faire enregistrer, on paye combien? Pour les patients qui vont recevoir des consultations spécialisées des confrères médecins camerounais venant de l'Inde, c'est gratuit. Pour la consultation incluant le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, c'est 3 000 francs, c'est subventionné par Healthcare Global. Pour le cancer de la prostate, c'est 5 000 francs, c'est subventionné par Healthcare Global parce que lors de ce dépistage, on va faire un prélèvement sanguin aux patients qui viendront et ils vont subir un test qu'on appelle PSA, et quantitatif, il faut le préciser, parce que c'est un examen qui coûte aux environs de 20 000 francs quand vous allez dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc c'est subventionné par Healthcare Global et les patients, je dois préciser également pour le cas du cancer de la prostate, il faut avoir au moins 50 ans d'après l'urologue. L'urologue a recommandé au moins 50 ans en montant parce qu'en réalité, il y a une augmentation, un grossissement physiologique de la prostate avec de l'âge. Avec de l'âge, d'accord. Allez, avant peut-être que de permettre au panel de poser également des questions, nous avons envie de savoir pourquoi cette campagne. Déjà, il y a dans l'imagerie populaire, il y a une grosse fatalité par rapport à cette maladie. Donc c'est l'occasion de sensibiliser les uns et les autres que ce n'est pas une fatalité en réalité.
Donc, d'aucuns vont vous dire, est-ce qu'on soigne le cancer et tout ça? Les spécialistes vous diront, il y a eu beaucoup de progrès dans la médecine à ce jour, dans ce domaine. Et aujourd'hui, l'objectif de la médecine dans la prise en charge de cette pathologie, c'est la chronicisation de la maladie. Ça veut dire tout simplement permettre aux patients de vivre aussi longtemps que possible avec la maladie, tout comme le diabétique ou l'hypertendu qui est sous traitement à vie. D'accord. Allez, Bon, donc ça veut dire que si vous dépistez, si vous savez qu'une personne a telle maladie, vous prenez la personne en charge. C'est ça. Vous l'envoyez encore quelque part. Le dépistage fait déjà même le début de la prise en charge parce que c'est une maladie dans laquelle la précocité du diagnostic et de la prise en charge est très déterminante pour la suite et la qualité de vie du patient. Allez, pour sortir, mon cher Lonchi Emmanuel, c'est qui a le droit de participer à cette campagne? Les patients souffrant d'un cancer, oui, ils viendront à cette campagne, quel que soit le type de cancer. Et à l'issue de la consultation, on pourra reconforter le patient dans le traitement en cours qu'il suit déjà, ou bien, dans certains cas, au patient, il sera proposé une option qui pourra également améliorer sa qualité de vie. D'accord, merci. Vous allez certainement nous communiquer les contacts avant de partir, mon cher Lonchi Emmanuel. Pour vous faire enregistrer, oui, c'est important au préalable, appelez le 699 22 62 74. Je reprends. Clinique des Cités, 699 22 62 74. Merci de nous avoir rendu visite sur ce plateau du 10-12 le Zénith en ce jour. Nous allons prendre ces quelques réactions qui nous sont parvenues, ma chère Megui. Alors donc on a ce message. Je me rappelle d'une journée où je dialoguais avec un ami au campus à l'université de Boya, où mon prof de droit écoute notre conversation et nous pose la question: si tu fais biochimie, pourquoi est-ce que le ministre de la Santé et tout autre ministre se soignent en Europe avec tous les équipements qu'il nous montre à la télé dans notre pays? Oui, c'est important parce qu'il y a l'autre aspect qu'on n'a pas relevé suffisamment ici, c'est qu'en fait, les hôpitaux dits de référence avaient cet aspect d'amélioration du plateau technique, mais également l'aspect de la recherche. Donc en réalité, il devait avoir des recherches, un laboratoire qui s'occupe exclusivement du département de recherche, qui n'est malheureusement pas développé dans ces hôpitaux-là. Donc on ne fait pas de recherche. Ok. Alors, retenez que nous sommes à la veille des élections, il faut faire le bilan. Ce sont tous ces flots qui serviront de bilan à notre grand-père demain. C'est Jackson. J'aimerais bien qu'on fasse le bilan des kits d'hémodialyse. On disait qu'ils étaient déjà arrivés à l'hôpital. Oui, mais au moins il y a eu combien de morts? C'est faire le bilan. Voilà. C'est ça. Qu'on voit comment ces malades-là ont souffert. Moi, comment ça me ronge? Je me cherche un message parce que où est-ce qu'il est? Si elle pense à ma copine, elle va tomber. Nous vous remercions pour la sensibilisation de la population par rapport aux multiples sujets de la vie courante que vous évoquez tous les jours. Merci à vous également. Alors, ce message du nouveau Amarois, couvre-feu 20h, pas de circulation, bar fermé, pas de mototaxi à plus de 20h. D'après les rumeurs, les mototaximens ont décidé de faire une grève. La police est dans tous les carrefours. Est-ce qu'ils ont pensé à l'économie en prenant cette décision? C'est Blondel qui nous écrit depuis Marois. Non, là il faut dire quand même à nos compatriotes que pendant les périodes de vacances scolaires et universitaires, il faut vraiment des mesures de sécurité. Là, qu'ils supportent parce qu'on ne sait pas par quel bout Boko Haram va prendre. Il ne faudrait pas que le lendemain, on se réveille avec la désolation et tout. Vraiment, qu'ils supportent avec ces mesures de couvre-feu, c'est pour le bien de tous. D'abord, l'économie, c'est quand il y a des hommes. Tout à fait. Bien portant. Bien important. Bien entendu. Voilà, Paul, depuis Douala, tout le matériel fourni par la Chine est accompagné de 3 brochures d'utilisation et d'entretien français, anglais et chinois, sans parler des techniciens qui vont en Chine suivre des formations sur ces appareils. À l'hôpital non, eux-mêmes avaient dit, le directeur, il est encore là, il avait dit qu'il n'y avait pas de traduction.
Il faut dire que je ne sais pas si c'est les téléphones portables qui l'achètent, mais je dis que s'il suivait les informations, il devait se rendre compte que même pour certains types de produits, je vais vous dire, à une certaine période, il y a eu des problèmes avec le fournisseur principal du Cameroun, le fournisseur de téléphonie mobile, le fournisseur d'Internet, le principal fournisseur. Il y a eu un problème parce qu'il voulait raccorder la ville de Douala avec celle de DA. Avec celle de DA. Je vous assure que l'ensemble des produits qui avaient été servis, achetés de ce côté de l'Asie, avaient été faits uniquement dans la langue asiatique. Donc, il fallait reprendre. Lorsqu'ils ont appelé les fournisseurs, ils ont dit nous on vous vend à l'État. Si vous voulez des modules, c'est d'autres modules en français, on va commercialiser. En français, vous revenez faire l'achat. C'est comme ça qu'il fonctionne et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est des détaillants. Ils font semblant de faire le commerce en gros, mais au fond, ils font le détail parce qu'il y a des modules. Lorsque vous voulez ajouter tel, on dit non, ça c'est payant. Voici ce que nous faisons, ce qui est complémentaire, les accessoires, c'est si vous vous retrouvez à payer plus cher. Raison pour laquelle certains préfèrent plus encore traiter avec l'Occident que de traiter avec les pays asiatiques. Avec les pays asiatiques. D'accord, merci Megui. La suite. Alors nous sommes au Cameroun, hôpitaux de référence Mon Oeil. Seuls les riches ont droit aux bons soins. Les pauvres doivent périr, dommage, mais Dieu va nous aider. Alors moi je comprends pas pourquoi on a fait venir un bateau qui va nous coûter peut-être les yeux de la tête. Africa Merci. On a recensé à Yaoundé plus de 1000 et poussières de cas, je pense bien, nous sommes dans les 6000 ou 7000 et poussières de cas de pathologies qui vont être pris en charge par le bateau Africa Merci. On a Douala, on a recensé dans les zones de Bolovan, on a recensé à l'extrême nord. Tous vont converger étrangement vers la ville de Douala parce qu'ils vont être pris en charge pendant un mois. Donc, quel est le rôle de nos hôpitaux de référence, nos hôpitaux dits de référence, dont l'objectif était de pouvoir poser un diagnostic évitable. Vous allez dans un hôpital, vous faites l'échographie, on vous dit, madame, rassurez-vous, vous rentrez comme ça, vous allez accoucher, c'est un garçon. Vous arrivez là, vous commencez à préparer l'accouchement, c'est une fille. Qui vient donner, on vient donner ça à une vie. Vous vous posez des questions à savoir. C'est vrai, en même temps. Ayons le courage de dire que ces gens ne se soignent pas dans nos hôpitaux pour deux raisons. La première, parce que le personnel est entre guillemets, parce que trop recommandé se retrouve incompétent. Le deuxième, c'est que les produits achetés ne sont pas des produits de première qualité, les appareils. Ce ne sont pas des appareils de première qualité, c'est pas de seconde, de troisième main sur lesquels on a réhabilité, on va faire une réhabilitation confrontative. L'autre élément également, c'est que le peu de médecins que nous avons adéquats, on les a fait en brousse. Il y a carrément chaque année. Non, les neurochirurgiens, par exemple, comment on peut enlever le jeune neurochirurgien du nord-ouest qui est au même moment enseignant à l'université de Bamenda, on l'a fait ailleurs dans un dispensaire. Celui de Douala, on l'a fait également ailleurs. Donc vous allez vous trouver comment. Donc les gars, eux qui ont le moyen, vont aller ailleurs. D'accord. Allez, Megui, nous allons poursuivre avec la lecture de ces messages. Donc, depuis notre page Facebook, 10-12, le Zénith, continuez d'écrire. Hein. On a passé Noupoué qui nous dit moi également, j'ai été victime d'une situation pareille. Quand la fin du mois arrive, ma patronne devient nerveuse, si bien que tu ne peux même pas l'aborder facilement. Et elle nous dit ensuite, chers citoyens, changeons de mentalité. Il y a une méthode plus pacifique pour aborder son employé et lui faire comprendre qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer tout de suite. Voilà. Quand vous faites comme ça, la société ne progresse pas. Tu vois une société qui est la société chute. On ne fait rien de bon. L'employé là, l'employé ne prend pas le poids. Après on m'a dit que c'est le sida, on m'a dit que tu es sérapo. Parce que le salaire compte dont tu ne fais rien avec Megui. Tu prends un salaire comme ça, tu as les projets dans la tête. Pour finir, tu ne fais pas parce que tu voulais faire. Tout à fait. Mais dis donc, parce qu'en payant, il faut parler. Hein? C'est même quoi ça? Poursuivons avec la lecture des messages. Nadège Tiayon qui nous dit cette patronne est méchante, malhonnête et égoïste. Oui, absolument. Elle est arrivée là par hasard, peut-être. Bon, en fait, c'est des cas qui sont légion, hein, Bobo Bengan, c'est des cas qui sont légion. Vous allez interroger plusieurs qui sont employés par ce type justement d'employeurs qui vous diront qu'on a parfois l'impression qu'ils se concertent même pendant le week-end pour justement attester d'un traitement à accorder à leur Ça veut dire, Megui l'a dit, si vous avez fait management, même pourquoi les Fotso, Victor, le Kadi ont prospéré, ils ont tenu pendant 50 ans. Ils n'ont pas été à Harvard, ils n'ont pas été au Massachusetts Institute of Technology. Ils n'ont pas connu le cercle de Paris. C'est une question de mentalité, donc. Voilà, parce que eux, au départ, ils ont dit, je veux que mon entreprise agrandisse. Je veux que, je veux.
Mais ceux-ci, non, c'est quoi? Je vais piétiner les gens. Je vais piétiner. Ça veut dire qu'ils ne vont pas, regarder pas dans 5 ans, dans 20 ans. Ils n'aspirent pas. Maintenant, eux qui parlent de la concurrence, la compétitivité. Et quelle compétitivité on peut avoir quand et ça devient même contagieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas que les chefs d'entreprise, c'est-à-dire ceux qui payent, qui sortent de leur argent pour payer les employés, qui ont ce comportement-là. Dès qu'on nomme quelqu'un aujourd'hui à un poste de responsabilité, il en profite pour écraser les autres alors qu'il n'en a pas besoin réellement. Mais oui, il n'en a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'humilier les gens. Vous allez arriver dans des entreprises où vous avez tous les employés qui en veulent à une personne. On ne va pas dire que tout le monde va vous détester pour rien, mais tout simplement à cause du comportement de cette personne-là. C'est-à-dire que mais quand vous travaillez dans une entreprise, je crois que la meilleure ambiance, c'est cette ambiance fraternelle-là. Que tout le monde s'entende bien, même si ça ne peut pas être possible, parce qu'il y a toujours des petits antagonismes. Absolument, même entre frères. Même entre frères. Même entre frères. Mais sinon... Non, maman, je ne te coupe pas, maman, mais il faut, sinon je vais oublier. Parfois, tu fais un truc, non, tu crois que ton chef va te couvrir, mais il va dire à ton boss. Tu vois, non? Mais c'est là quand c'est ton boss lui-même qui t'appelle, il te dit que si je donne les instructions au chef, tu lui manques le respect, j'applique. Mais crois-moi, de ma petite expérience, les personnes qui ont toujours joué les tops dans des entreprises finissent toujours très mal. Alors qu'il a la possibilité de faire un rapport, il te dit que non, ma fille, les personnes qui jouent les tops, je vais adresser un rapport à la hiérarchie dans les entreprises finissent toujours très mal. C'est que ça peut durer le temps que ça va durer. Je suis de cet avis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il vaut mieux porter les manquements de son collègue à son immédiatement plutôt que de sensibiliser. La logique, c'est quoi, Didier Patrice? Alors, vous avez un patron, c'est que les patrons, généralement, c'est divisé pour mieux régner. C'est-à-dire que c'est une stratégie. C'est une stratégie que pour pouvoir avoir... Il y a toujours des petits... On sait que ça existe, mais sauf que toi qui fais ce travail-là, il sait très bien que si tu es capable de trahir tes collègues, tu peux le trahir aussi. Donc, généralement, il t'utilise pour le temps qu'il veut t'utiliser, pour ce qu'il veut. Et par la suite, il sait que si toi, tu as été capable de trahir tes collègues avec qui tu manges, avec qui tu bois un verre de mais seulement ceux qui pensent qu'ils ont une sorte de proximité avec... Ça veut dire que demain, pour une autre entreprise, par exemple, tu es capable d'aller donner des informations, pour, voilà, dès qu'on te propose. Parfois, non. Ne croyez pas que les patrons sont les enfants ni bêtes, non. Ils sont pas patrons, dans le centre bien sur moi, j'ai à dire, ne croyez pas que les patrons sont les bébés, ni bêtes. Chaque patron connaît le comportement de son employé. Une comme moi, on peut dire quelque chose sur moi, mon patron croit. On peut dire que j'ai bagarre en route, il croit. On peut dire que quand il y a discuté en route, il croit. Mais ne croyez pas que moi, ne peux pas vous venir tourner comme boss. C'est la fête. C'est pourquoi on augmente vos salaires, non? D'abord, vous qui êtes les patrons qui n'aiment pas comme ça. Quand vous parlez, non, ils vous disent cache que non. Ne venez pas détruire ma société. On vous connaît. Mais je te dis vrai. Ben oui. Les gens regardent comme ça sur mon nom. Si mon patron était un enfant, c'est qu'il ne dit plus. C'est que peut-être je ne travaille plus. Même si il bagarre, ça fait quoi? Que j'ai bagarré à quoi? J'ai bagarré. Tu me te souviens que je sautais encore avec le boxeur, non? J'ai bagarré avec le boxeur en route à quoi? 6 heures, mon patron était au courant. S'il ne me prenait pas comme son enfant, j'allais faire comment? Je vais pas le mourir comme ça, c'est vrai que mon qui avec au patron? Un qui est venu sur le patron comme on dit bagarre à quoi? Ça fait quoi? Je bagarre avec l'homme, le boxeur à l'époque, on avait bagarré, je ne refuse pas. Aucune qui ne peut me dire qu'elle a jamais eu à l'époque, mais pour moi, c'était en route. Oui, Charles Armel souhaitait également rebondir sur cette... Je pense que les patrons sont interpellés parce que dans la composante même sociétale, il y a 3 facteurs qui interviennent. Le facteur physique. Ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport à l'image que le patron veut donner de sa structure, il peut devenir un conseiller en disant tu t'habilles mal, en appelant l'emploi des gens. J'estime parfois des colères naissent comme ça parce qu'il estime que le gars ne vend pas suffisamment l'image de l'entreprise. Ça devient une inimitié. Pourtant, le gars joue d'une certaine compétence. Le patron, à un moment donné, doit être le conseil vestimentaire même de certains de ses employés. C'est-à-dire se dire en disant écoute, tu te tiens mal, tu es commercial, le commercial doit avoir ci, il doit avoir ça, il doit avoir Y, il doit avoir Z. Il y a le plan émotionnel aussi, parce qu'un employé peut avoir des problèmes de santé qu'il ne parle pas, ça se répercute sur son travail. Il peut avoir un problème avec son épouse à la maison, il peut avoir un problème avec sa copine, avec sa fiancée, il peut avoir un problème avec sa famille, avec même certains collègues. Le patron, au lieu d'être censé ramener et mettre la paix, parce que tant qu'il y a un sentiment de guerre et de complot dans une entreprise, elle ne peut pas avancer. Il y a le dernier facteur qui est professionnel, c'est-à-dire la compétence en elle-même. Est-ce que le patron lui-même ne cherche pas à
recruter au rabais, c'est-à-dire du semi-fini, au lieu de prendre un produit fini. Parce que les patrons qui se plaignent aussi ont tendance à croire qu'il y a la main-d'œuvre dehors, ce n'est que des diplômes. Lorsque vous prenez le savoir-faire, manque véritablement au niveau de l'entreprise. L'entreprise qui était déjà en train de prendre son envol se retrouve à recommencer subitement parce qu'on a enlevé une pièce manquante dans Et il faut reformer. Mais il y a parce que maman, ne dis pas que tu es coupé, maman. Par contre, tu restes comme ça, on dit, boss, on a vu telle personne boire à la station. Vous-même, quand vous buvez, on vous fait quoi? Vous ne buvez pas. Hein? Vous buvez, vous êtes le soulard. Mais autre chose, le soulard. Autre chose, Didier Patrice, Charles Armel a dit quelque chose que oui, il faut attirer l'attention des employés. Peut-être si un employé sur le plan vestimentaire, ça ne va pas. Oui. C'est très bien, hein, c'est très très bien. Mais maintenant, il faut savoir, sur le plan vestimentaire, ça ne va pas. Est-ce que justement l'employé a les moyens nécessaires pour se mettre bien? C'est dans la discussion. C'est le patron qui appelle, c'est dans la discussion, c'est le patron. Mais non, parce qu'il faudrait bien que les moyens, justement, pour permettre qu'on soit bien mis, suivent. Parce que je suis d'accord, mais lorsque le patron déjà a ce souci et qu'il appelle, lorsqu'il appelle, il va dire, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas? J'estime que tu ne te mets pas suffisamment à la hauteur des attentes, de mes attentes, peut-être sur le plan physique. Et l'employé te dit, bon voilà, boss, j'ai telle charge, je quitte la maison à telle heure, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Dans un premier temps, le patron peut-être ne va pas réagir, mais il va essayer de donner des conseils. En même temps, on ne va pas faire pareil pour tous les employés. Il faut quand même, il y a une logique. On est à Douala, on est au Cameroun, on sait combien peuvent coûter les maisons en location, combien le coût de la vie peut coûter. C'est-à-dire que quand on paye quelqu'un... Bon, parfois les patrons ne considèrent pas cet aspect. Quand on paye quelqu'un, on peut savoir à peu près comment il peut s'en sortir. Vous n'avez pas dit que vous allez donner 60 000, 70 000 à quelqu'un. Vous attendez à quoi? Quel est le bonheur pour un employeur? Quel est le bonheur pour un employeur de se rendre compte que après avoir employé un personnel pendant 20 ans, aucun de ces employés n'a pu se bâtir une maison. Vous aurez quelle fierté? Allez, merci Charles. C'est notre colère. Bon, Bengan, pour sortir du sujet, afin que nous allions vers des entreprises où il règne effectivement cette harmonie que tout le monde semble souhaiter pour davantage, je vais dire, peser sur la qualité de la production. Que faut-il faire pour les uns et pour les autres? Le maître mot, si on parle de la communication sociale au sein de l'entreprise, il faut assainir le climat social et ça passe par la communication, ça va régler le reste. Allez, merci Mbongo Bengan. C'est sur ces propos que nous sortons de cette première partie. Je vous propose d'observer cette pause et revenons pour la suite de ce programme. Merci en tout cas de nous rejoindre, Charles Armel, Megui Mbongo Bengan et bien sûr notre cher... Tendance Kenyé, qui est curieuse, hein, la voyageuse, et surtout avec sa clé de Berlin. Nous allons procéder à l'arrosage. Hein. Allez, à la suite de cette production, je vous propose également de revenir sur ces quelques messages qui nous sont parvenus via justement le bon vouloir des téléspectateurs qui partagent cette production avec nous. Megui. Voilà, je suis le directeur du Centre africain d'études en management de la santé. Nos hôpitaux ont un problème de qualité de gestion. C'est donc M. Boula Penda qui signe ce message. Oui, je pense que les syndicalistes en ont fait observation ici en disant précisément que ceux qu'on nomme à la tête de nos hôpitaux n'ont pas fait l'administration des hôpitaux. Moi-même, je ne savais pas qu'il existait une filière comme ça, l'administration des hôpitaux. Donc, on prend un médecin, on le nomme, il a appris à poser le diagnostic, à étudier le corps humain, mais il n'a pas appris les notions de management, notamment des hôpitaux. D'accord, c'est ce qui pourrait peut-être justifier ces manquements qui sont observés au quotidien. Megui, la suite des messages. Tout le matériel, nous sommes au Cameroun, donc les hôpitaux de référence Moneuil. Il n'y a que les riches qui ont droit aux bons soins. Donc, et ils font quoi les riches pour avoir de bons soins? C'est-à-dire ils vont à l'étranger. D'accord, c'est ton avis. Alors Yannick qui nous dit, pour moi, ce sont des hôpitaux de la mort. Il n'y a pas de vrais professionnels, c'est le matricule qu'on cherche. Non, il y a des vrais professionnels. C'est vrai, il y a aussi des brigadiers, il y a des vrais professionnels au Cameroun. Il y en a, des très bons d'ailleurs. Les patrons sont très désagréables au Cameroun. Ils gèrent les entreprises comme des associations du quartier. C'est vrai ça? Oui, certains. Comme des épiceries, absolument. Pas tous les patrons. Non, pas tous. On a dit certains. Certains.
Bon, Tout à fait. encore que... Il y a toujours des exceptions. Oui, c'est clair. Chacun y va de sa sensibilité. Comme la patronne dont J'ai une question à vous poser. Présentez-moi une entreprise au Cameroun qui a fait 50 ans. Ou ne serait-ce que 35 ans. Nous avons eu combien de générations de chefs d'entreprise au Cameroun? Montrez-moi une seule entreprise. Non, mais attendez, Non, vous avez dit qu'il y a quand même, c'est pas tout, mais montrez-moi une entreprise qui a fait même ne serait-ce que 25 ans. Non, Kadi, ces entreprises n'ont pas... ils ont fait plus de 20 Allez, merci. Merci. Merci Megui. Je crois qu'avec votre permission également, nous allons faire le petit tour pour justement nous enquérir de ce qui prévaut au sein des réseaux sociaux. Voici la revue des réseaux sociaux avec vous, Megui. Merci Didier Patrice. Et donc sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, des faits qui ont suscité le buzz de la part et beaucoup de réactions de la part des internautes. Justement, c'est ces deux candidats au baccalauréat session 2017 admis. Donc on a ce monsieur de 65 ans, la personne de Fabien Feudjion, et cette dame de 58 ans qui ont été admis au bac session 2017. Voilà, ce qui a suscité beaucoup de fierté au sein des internautes, hein, qui ont dit, ben voilà, c'est quand même des faits assez insolites, surtout qu'on sait que le taux de réussite n'a pas été très reluisant. Il faut le dire, mais les personnes du 3e âge voilà, ont réussi à se démarquer et ça fait chaud au cœur. On peut voir la joie sur leur visage, voilà. Non, ils ont dit, voilà, ils n'étaient pas à l'école, ils ne pouvaient pas être inscrits. Ils ont dit, on aura le bac et ils l'ont eu. Ça me rappelle, je pense, il y a 6-7 ans, un vieux papa avait décidé qu'il allait composer le CEP avec son petit-fils. Et effectivement, son petit-fils est arrivé, lui aussi, il envisageait 70 ans. 70 ans, ils ont composé, ils ont été reçus au même moment. Donc, le grand-père et son petit-fils ont été reçus au CP. Et c'est d'ailleurs lui qui l'encourageait à la maison, fais l'école dans notre ville. Maintenant, ici... peut-être c'est pour s'amuser, je n'ai pas 65 ans, à 65 ans quand même, baccalauréat, mais non. Quels peuvent être les projets de ces... Non, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je suis même là. Je vais moi-même commencer avec l'école. Alors ce que j'ai laissé au coin en tête de sur les restes toi en arrière, l'année prochaine, je vais commencer à faire le cours du soir parce qu'on ne sait jamais. Je vais commencer aussi à répéter mes enfants. Et en répétant mes enfants vont aussi me répéter. Oui, c'est comme ça. Je vais me retourner à l'école parce que il n'est jamais trop tard. D'accord. Je souhaite que Charles Amel également réagisse à cela. Le bac à 65 ans. On ne peut que lui souhaiter tout le bonheur qu'il soit. Je pense qu'il a fait plus par plaisir que par projet. Parce qu'à son âge, bon, peut-être qu'il a voulu démontrer à ses enfants qu'on ne pensait pas que je suis fini. Parce qu'il est à la retraite, il faut préciser qu'il est à la retraite. Donc il a fini, il a déjà rendu service à la nation. Il est temps pour lui d'aller se reposer. Il s'est dit, bon, pourquoi ne pas vous démontrer que je peux encore et que j'ai les compétences nécessaires. Là, il faut dire qu'il a dû se remettre à l'école. Je pense que la mathématique, parce que ce n'est pas quelqu'un de notre âge, il a dû travailler véritablement la question mathématique qui n'est plus la même que celle pratiquée à une certaine époque. Donc je me dis, il y a eu trop d'efforts à faire. Félicitations à lui, félicitations aussi à la dame. Et voilà, qu'ils accrochent cela comme un trophée. Parce que ça en est un. Allez, merci. Megui, la suite. Voilà, la suite, c'était cette information relative aux Jeux de la francophonie qui se tiennent du côté de la Côte d'Ivoire, où on note quand même que le Cameroun, pour ce qui est surtout des Lions U20, voilà, est sur la bonne voie. Déjà 4 points, on a eu un premier match qui s'est soldé par un nul contre, je crois, le Mali. Et donc, on a battu la RDC justement sur un score de 2-0. Ce qui nous met sur une assez bonne voie. On attend donc le match contre le Niger pour savoir si effectivement on est qualifié pour je crois, les demi-finales. Voilà. Non, c'est pas une mauvaise chose. On a dit qu'il y a la pépinière au Cameroun. Maintenant, c'est l'encadrement de cette pépinière-là qui fait problème. Donc, comme les pays francophones se ressemblent, à Côte d'Ivoire, bon, je vais faire là une petite parenthèse, parce qu'ils sont contents d'organiser les Jeux de la francophonie, mais ça se passe dans les conteneurs. On a mis les conteneurs là et tout, on dit, bon, voilà, pour meubler et tout. Donc, en fait, de manière plus précieuse, le Cameroun a des talents, c'est l'encadrement de ces talents-là, et la Fédération camerounaise de football vient de mettre en place une ligue de football des jeunes. Espérons que
l'encadrement avec la direction technique nationale sera un bon point pour que les Lions indomptables n'y accèdent que ceux qui sont à l'élite véritablement. Donc ils seront bien formés et pourront aller plus loin. Et ne nous décevez pas, parce qu'on vous connaît. On vous connaît chez Lyon. Quand vous commencez, on jubile, les pros sont dehors, après vous nous découragez. Ah, là, c'est le moins de 20 ans. Hein. C'est ça que je dis. Moi, je les appelle les lions, je mélange tout ça. C'est le vert ou jaune qui gagne. Donc, papa, mes amours, mes enfants, c'est jusqu'à la gare. Et quand vous allez gagner, non, je sais ce qu'elle va vous donner. J'ai un gros paquet pour vous comme ça. Même si vous donne le jujube, ce n'est pas petit. Le jujube dit signe de paix. Ça veut dire la paix, le jujube. C'est pas petit. C'est petit, Patrick? Non, du tout. Voilà, espérons également que les petites guéguerres qu'il y a souvent autour, effectivement, puisque moi, vous faisait bien parler de management, de ces talents, de cette pépinière dont regorge le Cameroun, espérons effectivement qu'au sein de cette gestion-là, il n'y aura pas des petites guéguerres qui sont souvent d'ordre financier, parce qu'on sait que le postulat des uns et des autres, et surtout les recommandations, finissent par poser problème et certainement obstruer à la bonne marche de ces différentes sélections jeunes. Charles Armel. Alors moi je dis au Cameroun, on a deux choses sur lesquelles tout le monde s'accroche. Patron comme du plus haut sommet de l'État jusqu'au dernier, c'est le pouvoir et c'est la richesse. C'est la seule chose qu'on ne souhaite, on ne partage pas. Et c'est la seule chose qu'on ne souhaite pas à l'un ou l'autre. Dans le football, c'est la question des primes. On ne souhaite pas avoir des artistes milliardaires comme aux États-Unis, raison pour laquelle les droits d'auteur sont plantés. On a la question des enseignants à qui on ne veut pas reverser les primes, de peur que l'enseignant brille. C'est ça le problème en fait du Cameroun. Donc aujourd'hui, soulever la question des Jeux de la francophonie, soulever ceci ou cela. Moi j'ai décidé, je ne me prononce plus sur la question du football, parce que dans cette affaire de football, depuis qu'on décrit, ça fait plus de 20 ans qu'on décrit les problèmes que rencontre le football camerounais, les mêmes sont assis, les mêmes sont tapis, les mêmes décident et les mêmes nous narguent. Donc forcément, qu'advienne ce qui pourra. Le plus important, moi mon virage, c'est en juin 2019. Allez, merci. Megui va certainement également réagir à cette actualité. C'est vrai que les jeunes sont bien partis. De toutes les façons, nous espérons qu'ils aillent jusqu'au bout, finalement. La suite de traitement sera de quelqu'un qui va revenir. Justement, belle question. Justement, on a coutume désormais de voir. On a une très belle pépinière sur le plan sportif, et même sur toutes les disciplines, sur toutes les disciplines. On a une très belle pépinière. Mais justement, le problème, c'est quoi? C'est l'encadrement, le suivi. Qu'est-ce qui sera réservé à ces jeunes quand ils seront de retour dans notre pays? Est-ce que l'encadrement va suivre? Après, on va entendre parler des problèmes de primes, de problèmes de est-ce que les conditions sont réunies pour qu'ils suivent des entraînements normalement? Il y a tellement de choses qui portent entrave justement à l'éclosion de tous ces talents. Mais c'est dommage, c'est très dommage. Rappelons-nous de cette jeune fille, cette jeune tenniswoman, cette jeune fille qui brillait, qui voulait aller participer à une compétition. Elle a demandé de l'aide partout. Je pense que ça s'appelait Abanda. Elle a demandé de l'aide à gauche, à d'autres personnes. Elle a aidé. Aujourd'hui, elle a traversé le premier tour. C'est tous les médias, tout le monde était focalisé. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver? Quand on arrête ça au Cameroun, le Camerounais est jaloux du Camerounais. Il ne veut pas voir le Camerounais progresser. Non, on ne veut pas que vous soyez riche. Point. La richesse doit être contenue par une minorité. Le reste, soyez pauvres, mourrez. Les hôpitaux en abandonnent. C'est ça le Cameroun. Y a-t-il une autre actualité sur la Oui, la dernière, donc, on a cette dame, une Ougandaise du nom de Mariam Nabatanzi Babirie, qui a suscité beaucoup de consternation, d'étonnement de la part des internautes. C'est la femme la plus féconde au monde. Elle n'a que 37 ans et entre 13 ans et 37 ans, elle a mis au monde 44 enfants. Donc, voilà. De quadruplets. Oui. Et donc, elle a une hyperovulation qui fait en sorte qu'à chaque cycle, au lieu de produire un œuf, elle en produit plusieurs. Donc, généralement, c'est des jumeaux, c'est des triplés, c'est des quadruplés. Donc, mariée à 12 ans contre son gré. Aujourd'hui, elle a 37 ans. Donc, elle a mis au monde 44 enfants. Donc, on peut imaginer... une école. Oui, en Afrique, ça peut être considéré comme une bénédiction. Mais sauf que quand on se rend compte de
de tout ce qu'il faut pour l'encadrement de ces enfants, on peut imaginer que c'est extrêmement difficile, surtout quand on nous dit qu'elle subit des pressions ou alors des violences psychologiques, morales de la part de son mari, qui, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas facile pour cette jeune Vous avez dame. dit qu'elle est de quelle nationalité? Ougandaise. Ougandaise. Voilà donc, il devrait entrer dans le qu'on appelle les records Guinness. Et l'UNESCO en premier, les Nations Unies devraient donc s'en occuper. Là, en réalité, ça dépasse largement le cercle familial de son époux, parce que c'est un cas exceptionnel. Et ça interpelle même l'État ougandais. Mais bon, comme on sait que sur le plan diplomatique, l'Ouganda n'est pas bien traité dans le Conseil des Nations, on comprend donc pourquoi un cas pareil n'a pas été pris en charge ni par l'UNICEF, ni par le Fonds des Nations Unies sur la population, ni par l'UNESCO même qui s'occupe de l'éducation dans le système des Nations Unies. Il faut peut-être préciser que généralement ça survient après des prises d'hormones et tout, voilà, mais là ce n'est pas un problème hormonal, c'est plutôt génétique. Parce qu'avant elle a eu son père, ses mamans qui ont fait beaucoup d'enfants aussi, donc voilà. Mais en même temps aussi, moi ce que je vais décrier là, c'est la planification qui semble ne pas avoir été prise en compte, dans la mesure où si on a deux accouchements qui nous font 8 enfants, je veux dire 4 à chaque coup, on devrait quand même prendre des dispositions pour ne plus en faire. À 37 ans, oui, pour être précis, en faire 44 enfants. Moi, je trouve qu'il y a un problème, Charles. Mais Didier Patrice, elle était tranquille dans son coin. C'est vous qui avez pris pour caméra vos photos pour aller la filmer. Mais aujourd'hui, vous avez pitié. Mais moi, je ne comprends pas à un certain moment. Hein. Vraiment, elle s'est retrouvée dans cette situation. Le mari, lorsqu'il a fait 6, il n'a pas compris que c'était compliqué. Il a continué. Il s'est retrouvé à 12. Jusqu'à là, il a dit que non, c'est pas compliqué. Il est allé à 44. Aujourd'hui, vous voulez trouver qu'il a un problème? Non. Ils n'ont pas de problème. C'est plutôt vous qui vous les amenez à prendre conscience que c'est un problème. Laissez-les. Ils ont des voies et moyens. Ça peut être le chant, ça peut être X. Récemment, on a présenté un monsieur qui avait plus de, je pense, 104 enfants, c'était 100 ou 200 plus d'enfants. On a présenté toujours sur la toile, il venait à peine de décéder. Non, laissez-les. Parce que là, je ne vois pas l'État en train de s'occuper d'eux. Je ne vois pas. Déjà bien. Je ne vois aucun organisme en train de prendre en charge. À l'époque, avec les différents records qu'on présentait, il y avait des fonds qui étaient reversés jusqu'à ce que quelqu'un vienne battre le record. Aujourd'hui, l'affaire même des records n'apparaît plus. On n'en parle même plus de cette affaire de records. Ça se retrouve plutôt de l'autre côté de l'étranger. Donc, à des moments, lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ça ne sert à rien de le ficher. Laissez-le dans son petit coin. Et puis, il a réussi à s'adapter à son environnement. Non, il faut dire qu'en dépit, ce qui a motivé, ou alors la cause même de cette médiatisation de ce cas, justement, il y a un journaliste ougandais, le nom c'est Godfrey Ladajou, voilà, justement, qui est pour venir en aide à cette jeune dame qui était littéralement abandonnée à elle-même. Il a fait un reportage sur elle et ça a suscité donc des élans de cœur de la part des Ougandais qui ont réussi à collecter une somme rondelette, près de 10 000 euros, pour lui remettre pour qu'elle puisse se débrouiller et subvenir aux besoins de sa progéniture. Est-ce que cette collecte de fonds bonbons, oui, nous sommes en Afrique, c'est dur. Environ 6 millions de Même 3 enfants à la maison, c'est le problème. Quand nous avons 4, 5, c'est le problème. Donc les enfants, même aussi pour le Congo, ça. C'est que maman, mon poisson était petit. Ouais, maman, ma viande était comme ça. Maman, j'ai mangé 2 verres de banane. Même 3 enfants, c'est beaucoup. Tendance, pourquoi n'a-t-elle pas dit à son mari, on s'arrête ici? Ce n'est pas la femme de dire à son mari, c'est à l'homme de savoir. On voudrait savoir s'il est l'auteur également, si vous voulez. On ne parle pas là-dessus. On a une jeune dame qu'on a forcée à se marier à 12 ans. C'est pratiquement une enfant. Alors, est-ce qu'elle a la maturité nécessaire, le courage nécessaire pour s'opposer à son mari? Il faut voir la façon dont... vous mettez de l'occidentalisation dans votre propos. Elle a été mariée à 12 ans. On a respecté les règles traditionnelles en Ouganda. Je peux aller... Ne mettez pas l'occidentalisation. Où est l'occidentalisation? Je m'en tiens à ce qui a été dit sur la toile. C'est l'occidentalisation. Pas sur la toile, sur l'article. On dit qu'on l'a envoyé en mariage contre son gré à 12 ans. Et tout à l'heure, Didier Patrice, tu disais que pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit à son mari qu'elle ne peut plus accoucher? J'étais juste en train d'expliquer. J'étais en train d'expliquer que pour une petite fille de 12 ans,
Est-ce qu'elle connaît même déjà que le planning familial Bon, quand existe? je vois les enfants, mais ils sont tout petits. On revient à l'Occident. Revenons à l'Occident, puisque vous dites, on l'a forcé. Moi, ma grand-mère est allée effectivement en mariage à 12 ans. Mais elle a fait 8 enfants, elle n'en est pas sortie mal. Vous êtes contre Ici, quoi, en fait? Le fait qu'on dise que... Mais on l'a forcé, c'est 12 ans quand même, attendez. Ah, d'accord. On parle d'une mineure. À 20 ans, vous acceptez aller en mariage, vous ne faites pas 3 mois, vous divorcez. Personne ne Mais vous c'est force. quoi le parallèle, en fait? Non, Je le comprends pas parallèle, très c'est bien que c'est quoi laisser la votre lecture problème. occidentale où on parle de forcer. Elle est allée en mariage à 12 Ah ans. oui. Maintenant, le cas social qui se regardez la taille pose, des Mais oui, enfants. c'est une réalité. On force aujourd'hui des gens à aller en mariage. vous allez Même accepter ça pour divorcer. dans 20 ans votre après. pays, le Cameroun, on force les gens à aller en mariage. Ce n'est On va pas les mauvais, refuser. c'est le terme C'est mauvais. social. Le cas social C'est qui mauvais. se Nous pose, sommes d'accord. Nous le sommes cas d'accord. social qui se pose, elle a beaucoup C'est d'enfants. mauvais. À 12 ans, c'est pas évident, mais nous sommes africains. Nous sommes au nombre d'enfants. Vous On m'avez vous parle de Le nombre d'enfants. la sexualité À quel âge? précoce. Une enfant de 12 ans, c'est même un délit, c'est mauvais. Elle n'en est pas morte. Elle a fait plus d'enfants que vous qui allez en mariage étant mûr et ayant maîtrisé la sexualité. Maintenant, elle a un cas social qui se pose. Oui. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle s'est créée en 1947, elle a dit quoi? C'est la même Organisation des Nations Unies qui a parlé du planning familial en 1947, qui a dit santé pour tous en l'an 2000. Et santé planning familial. Aujourd'hui, Mama Fouda nous ramène avec son ami Macron. Ils n'ont pas vu, c'est précisément parce qu'on veut tuer ces enfants-là. Mais vous vous insurgez contre quoi? Mais laissez-moi terminer donc. Vous avez dit qu'on voulait terminer. J'ai dit, ces organisations-là, le Fonds des Nations Unies sur la population, l'Union et l'UNICEF, l'UNESCO, que dit l'orientation des Nations, c'est que ce cas, c'est un cas exceptionnel. Voilà. Il ne s'agit pas de montrer que vraiment on le prend comme un cas exceptionnel par les Nations Unies parce que c'est leur orientation et on encadre ces enfants parce que ça dépasse le cadre familial selon même les Nations Unies. Moi, je vais ça demander dépasse le cadre de l'Ouganda et je continue à dire que précisément ce cas est caché parce que dans le Conseil des Nations, on traite l'Ouganda comme un pays qui n'aime comme le président ougandais a dit, l'homosexualité ne passe pas. On ne parle plus. Là-bas, il est devenu un dictateur. Donc c'est normal d'envoyer une petite fille en mariage à 12 ans. Ce n'est pas là. Il y a un cas social. Est-ce qu'il y a une occidentalisation? C'est normal. Elle n'en est pas morte. Ce n'est pas là le débat. Elle allait en mariage. Certaines de nos traditions africaines le concernent. Voilà. Certaines de nos traditions africaines. Ce n'est pas ça le problème. Moi, en fait, ce qui me fait, quand on dit que ça a été un mariage forcé, je m'en tiens à ce qui a été dit dans l'article. Pourquoi ils disent que ça n'a pas été forcé? Est-ce que ça n'existe pas les mariages forcés? Même C'est un mariage forcé. Vous appelez mariage forcé. C'est un mariage forcé. C'est à la mêle. On en fait Une fille de 30 ans qui accepte son mariage, qui refuse même que je prenne la dot. Elle ne fait pas 2 ans. Elle est majeure, elle est responsable. Voilà, elle est responsable. majeure, oui, elle est On responsable. va donc dire que voilà une fille perverse. Elle ne sait même pas comment Elle on est a fait majeure, mariage. elle est responsable. Quand on se marie, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Elle a marché, elle est allée à 12 ans. Elle y est. La preuve, elle est partie en mariage, elle a fait 12 ans, elle a appris à aimer son mari, elle a appris à supporter son mari, elle a fait 44. Si vous allez dans la plaine de Mbé, vous allez à Magba, vous allez à Angola, vous rencontrez des filles qui vont même en mariage, mais qui font de bons enfants, qui sont dans le mariage. Les filles qui vont en mariage. Allez, merci. Nous sortons du sujet. Il est passionnant. C'est normal. Hein. De toutes les façons, les réactions des téléspectateurs également ne manqueront pas, ne tarderont pas de se faire ressentir. Bon, Bengan pense qu'on ne devrait pas parler de mariage forcé au nom de ce qu'elle couple à l'âge de 12 ans. Mais aujourd'hui, la grosse curiosité qui fait effectivement de ce cas un cas d'exception, c'est qu'elle en ait fait 44 enfants. Sans en être malade. Alors qu'elle n'en est que à 37 ans d'âge. C'est incroyable quand même. Maintenant, oui, merci Charles Armel. Elle n'est pas quand même malade parce qu'elle peut même aller à 40 ans. Elle a rajouté. Dis Patrice, je veux bien que Megui comprenne que depuis qu'on a laissé la liberté aux femmes de choisir, au lieu d'aller en mariage à 12, 13, 14, 15 ans, elles vont en mariage à 40 ans. On a laissé la liberté. Et elles se retrouvent même pas. On a laissé la liberté aux femmes. On a laissé aux femmes la liberté de choisir. Comme les femmes. C'est pour ça que le taux de divorce, on a 360 divorces au Cameroun. S'il vous plaît. Mais parce que les hommes sont irresponsables. Permettez que nous puissions
nous puissions avancer. C'est vrai que le sujet cristallise Est-ce que vous êtes responsable? les esprits. Au moins, celui qui a été Nous allons suivre interpellation tout de suite pour écouter également la vie d'un Camerounais. Parle de Qui nous violence. a accordé justement sa petite réflexion sur un sujet qui va susciter également des réactions sur ce plateau. Voici interpellation. Pour ce qui est du développement et du progrès pour notre pays, il serait mieux que les jeunes travaillent, qu'ils aient de l'emploi. Parce que c'est des gars qui ont été à l'école, mais à partir du moment où ils sont au chômage, comment notre pays peut se développer? Il serait mieux qu'ils soient en train de travailler. Parce qu'à partir du moment où ils travaillent, le pays se développe. Ils ont été à l'école, ils sont intelligents, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie. Donc il serait mieux que la jeunesse trouve du travail. Il serait mieux que la jeunesse soit employée pour que notre pays se développe. Et qu'on développe aussi le secteur agricole pour que les produits produits par notre pays soient consommés et d'autres exportés même pour que les devises entrent au pays. Voilà, le concitoyen pense que la jeunesse, et surtout celle formée, doit être également prise en compte quant à la gestion de notre pays et surtout pour aspirer à un pays où il fait bon vivre. Momo Bengan, quelle lecture peut-on faire de cela? Il a évoqué également le cas effectivement du secteur agricole qui devrait faire l'objet d'une réelle réflexion. Oui, une réflexion, j'allais dire aux compatriotes, peut-être ils n'écoutent pas le chef de l'État. Il n'y a plus de réflexion à faire, il y a les actes. Et le dernier projet Agropole, c'est en 2012, 9,6 milliards de francs. On attend que le chef de l'État matérialise ça. Mais après, il donne les instructions que ceux qui veulent se lancer dans ce projet doivent apporter 60% de montant de leur projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, le chef de l'État, se contredit. Il a dit à Ebolova, au comice agropastoral, que nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et c'est lui qui refuse d'organiser les salons d'agriculture, de l'élevage et de tout. Et comme disait Salamel tout à l'heure pour les hôpitaux, en réalité, il faut se rendre compte, il faut que les Camerounais se rendent compte que le chef de l'État a décidé de tuer l'agriculture au Cameroun. Et ça date depuis 1983. Parce qu'il voulait régler certains comptes au président Ayidjo, ça nous retombe aujourd'hui sur la face. Il y avait bien des projets agricoles à l'époque, les zones d'action prioritaire intégrées, ça existait et il était question de les mettre dans la plaine de Mbo, le projet de Nkamiabassi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était de vastes projets agricoles, je dis bien depuis 1983, puisque c'était dans le 5e plan quinquennal. Il a voulu reproduire ça dans le 6e plan qu'il a lancé lui-même le 14 août 86. Mais nous sommes en 2017. Rien n'est vu. Il a joué le programme triennal, programme d'urgence, programme TC. D'accord. Et ça, donc ce n'est pas le problème des jeunes, c'est le chef de l'État. C'est un problème de gouvernance, semble soutenir. Bombok Bengan, Charles Armel. Alors, moi, je pense que quand on dit gérer, gérer, c'est prévoir, Didier Patrice. Lorsque nous étions en 1983, pour parler comme Bombok tout à l'heure, on devait savoir qu'en 2013, nous aurons une population estimée à. Lorsqu'on va atteindre 2023, nous aurons une population estimée à. Et parmi cette population, nous aurons une population vieille 2, nous aurons une population jeune 2. Est-ce que les recensements, l'ensemble des recensements, est-ce qu'on a les chiffres viables de l'ensemble des recensements qui nous projetaient, qui devaient faire une véritable projection? Que non. On se retrouve aujourd'hui à dire que 75% de la population camerounaise est jeune. Comment organise-t-on la formation de cette population jeune? On pouvait prendre, parce que gérer c'est prévoir, on se dit les 10 prochaines années, on ne va ouvrir les formations jeunes que dans le secteur de l'environnement. L'environnement a plusieurs branches, énergie renouvelable, écologie, CX, Y, on ouvre les branches, on forme les jeunes. On est avec qui suit, c'est dans le domaine de l'agriculture. On a besoin de quoi dans le secteur de l'agriculture? Quels sont les gros bassins de production dans lesquels on est susceptible d'employer les jeunes? On ouvre à travers les différentes filières agricoles. Je suis content qu'on ait créé le lycée agricole de Yabassi. Avez-vous fait déjà un tour de ce côté? Avez-vous vu dans quelles circonstances ou dans quelles conditions les enfants sont en train de fréquenter? À ce niveau, vous mettez juste comme on fait à l'école. Dans le secteur de la santé, ça sert à quoi de créer des hôpitaux dits de référence si les hôpitaux classiques, même en eux-mêmes, ne sont pas capables de pouvoir
être à la hauteur ou approximativement à la hauteur de ces centres de santé avancés. Point d'interrogation. Dans le domaine de l'éducation sportive, on pouvait prévoir, nous avons eu des années de gloire dans le football camerounais qui nous a rapporté de l'argent. Dans les zones de Messa, on avait des gars, on appelait Paul Tassi. On avait un gars qu'on appelait Tassi, un champion de handball européen. On a eu des gars qui ont fait briller dans le handball, briller dans le tennis. On pouvait créer le volleyball, on pouvait créer. Aujourd'hui, voilà des sports qu'on a abandonnés. Pourtant, des sports aujourd'hui qui payent au niveau de l'échelle internationale. Oui. Où sont nos volleyeurs? Où sont nos handballeurs? Ils sont où? Point d'interrogation. On pouvait finir, et j'ai fini là avec la CAN. La CAN, aujourd'hui, on ne devait pas prendre l'organiser. C'est depuis 2014 qu'on le sait sous Adoum Garoua, qu'on savait qu'on devait organiser en 2019 la CAN. Je crois qu'Adoum Garoua doit être interpellé. Il doit être interpellé sur comment est-ce qu'il a géré ce processus avant que Benoît Pat arrive. Donc c'est ça le Cameroun, on ne prévoit rien, on ne gère rien, on laisse faire en attendant que le chef de l'État prenne et donne des instructions. Et c'est là où ça nous conduit. Et à la fin, vous allez voir, c'est encore le chef de l'État qui va récupérer, donner des instructions, déblocage de l'argent pour que ça puisse... On va prendre la réaction de Tendance Kenya également sur la question et puis sortir avec... Meggy sur le souvent que reste comme ça, dit que ouais, si l'argent pouvait être le caillou que chacun ramasse sa part. Ceux qui ramassent l'argent, j'aide les... Donc si l'argent pouvait être le caillou qu'on se lève peut-être à 5 heures pour ramasser, c'est que j'aide les citoyens. C'est la pauvreté qui me fait rester comme ça, Meggy. S'il était riche, donc s'il y avait un peu, c'est que personne ne souffre. Mais l'argent en route, je sais que ça va venir. Et quand j'aurai l'argent, je vais d'abord l'orphelinat. Il faut aller à l'Ouganda pour prendre des taxes. Je veux d'abord un orphelinat. Quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit que est-ce que tu peux gérer l'orphelinat? Oui, je peux. Je suis une femme, j'ai un cœur sensible, je suis très fragile. Voilà, je sais de quoi elle parle. Parce qu'elle me dit, je connais les filles, je fais la réunion avec les filles. Qui veut dire que si je veux, comme je suis avait dit que si j'ai l'argent, je veux l'orphelinat, les filles vont dire que tu veux escroquer. J'ai un cœur sensible, je peux tenir les enfants. De deux, j'ouvre une société pour recruter les jeunes qui ne font rien au quartier. De trois, j'ouvre encore une société pour les analphabètes. Les gens qui n'étaient pas à l'école par faute de moyens. Ou encore, je peux parler en bon français. Les gens qui n'ont pas eu un parcours scolaire par faute de moyens. Merci. Je vous aide. Priez pour moi, l'argent à vous. Allez, merci. Quelle tendance, elle a arraché un sourire à Meggy. Voilà, alors, Meggy. Pas un sourire, un gros rire. Tendance, vous savez, elle est exceptionnelle, Tendance. Elle est exceptionnelle. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'être content quand on est à côté de Tendance. Donc voilà, au risque de répéter ce que mes chers frères ont dit, hein, la société camerounaise aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il faut intégrer les jeunes, mais je crois que c'est l'État qui est défaillant sur toute la ligne. Parce que Charles Armel le disait, il faut prévoir. Quand on dit qu'on veut gérer, il faut prévoir. Alors aujourd'hui, même s'il faut intégrer les jeunes, qu'est-ce qui est fait à la base, depuis la base? Quand vous regardez aujourd'hui comment ça se passe sur le plan de l'éducation, du sport, de l'entrepreneuriat même, rien n'est fait à la base pour justement permettre à ces jeunes-là d'éclore. Parce qu'il faut le dire, les Camerounais sont très très ingénieux, ils sont de très bons entrepreneurs, ils ont beaucoup d'idées, mais c'est l'accompagnement qui fait défaut. Depuis la création des entreprises qui est assez difficile, c'est vrai que maintenant on a un peu allégé les conditions quant au capital qu'il faut déposer pour créer une entreprise. Ce n'est plus forcément 1 million pour les SARL, c'est descendu à 100 000, ok, c'est bien. Mais sur le plan de l'éducation, on a parlé aujourd'hui des concours de l'ENIEJ qui ne suscitent plus beaucoup d'intérêt. L'ENIEJ, aujourd'hui, c'est des enseignants de l'éducation de base, qui forment les enseignants de l'éducation de base. Si aujourd'hui on a ce grand déficit sur le plan du nombre, avec tous les enfants qui sont dans des établissements, ça se joue sur la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Ça se joue sur la qualité de l'enseignement qui est dispensé, donc c'est déjà un problème. Parce que ce sont ces jeunes-là, on va nous dire tout le temps, ces grands slogans pompeux, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Alors, mais vous pensez que c'est un slogan? C'est un slogan désormais. Moi j'ajoute creux. Oui, c'est un slogan désormais, parce que si ça n'en serait pas un, si effectivement les choses étaient faites de telle sorte que ce soit une réalité. Mais est-ce que les choses sont faites de sorte que ce soit une réalité? Je ne pense pas. Allez, merci. En tout cas pour vos brillantes analyses sur la question. On sait que le problème, l'un des problèmes, Charles Armel en a évoqué plusieurs tout à l'heure, le Cameroun
sait bien s'illustrer dans ces différentes crises, soit de l'emploi, soit de la santé, soit sociale et tout ce qu'on peut imaginer. Merci en tout cas à vous. Les téléspectateurs peuvent continuer de nous laisser des petits messages sur notre page Facebook 1012 Le Zénith ou encore par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Le temps est venu pour nous d'accorder également justement une petite virgule à notre partenaire qui nous accompagne presque tout le temps dans le cadre de cette production et que nous allons recevoir derrière ceci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Itel et Simone Coco nous font l'honneur d'être sur ce plateau. Bienvenue, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à toute la charmante équipe en studio. Bonjour à tous les adeptes du Zénith. On n'oublie pas les fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison, le royaume, voire même le paradis du bien-être. Is that Itel? Of course, Simone. Bonjour, televiewers. African Shopping Complex International, the house of well-being, of course, the house where you find all your natural products in beauty, in massage, in weight loss, and of course, the well-being of all the couples out there, right, Simone? Tu l'as bien dit et justement aujourd'hui nous sommes encore là pour prendre soin de votre bien-être, mesdames et messieurs. Votre copine arrive chez vous, mais ma chérie, waouh, tu fais comment pour avoir un teint aussi parfait? On dirait que tu ressembles à Tendance là. Voilà votre copain. Mais mon pote, ton teint justement est lumineux, tu ressembles à Charles Hamel. Waouh, tu fais comment? Bah, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est tout simplement notre magnifique gamme, la gamme SC Carambola Spa. Sur ce plateau, nous avons notre gel, le SC Carambola Salt, qui est justement fait à base de sel de mer, de collagène et de miel, des éléments très nutritifs et très hydratants pour votre peau. Ce gel donc est un avant-savon, viendra justement apprêter votre peau à l'utilisation de notre savon en ouvrant grandement les pores. En plus de cela, il permettra d'uniformiser votre teint, les parties sombres de votre corps aux autres parties du corps. Il s'agira justement des aisselles, par exemple, sous les fesses ou encore au niveau des genoux, des parties qui sont très sombres. Ce gel donc viendra justement uniformiser votre couleur de peau au reste du corps. Ensuite donc viendra l'utilisation de notre savon parce qu'après le gel, il faudra passer à l'utilisation de notre magnifique savon, le SC Carambola Soap. Lui, il est fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel. Très important également pour avoir une peau uniforme, une peau belle, sans taches, sans années, sans boutons. Et en plus de cela, il est adapté à toute la famille. Les enfants à partir de 2 ans peuvent déjà l'utiliser. Donc, ça sera de votre faute si votre enfant est le plus blanc du quartier. Voilà, si après avoir joué dans l'eau de pluie, voilà, il n'arrive pas à être propre. Achetez tout simplement notre pack famille de SC Carambola Soap en promotion chez nous, en grande promotion, et toute la famille sera parfaitement propre, parfaitement uniforme, parfaitement rayonnante. On passe au bien-être sur ce plateau également. Cette fois-ci, on parle de thé. On va commencer par notre hypertension tea. Et il y a justement ces personnes-là qui souffrent d'hypertension et qui ont du mal à se contrôler, à contrôler leur tension. À travers notre hypertension tea, justement, on vient normaliser et réguler votre tension. Vous pourrez dorénavant maîtriser votre tension, mesdames et messieurs, à travers ce délicieux thé. On n'oublie pas les personnes qui souffrent de diabète parce qu'on sait qu'également pour ces personnes-là, c'est pas très évident de surveiller son taux de sucre. C'est pas très évident non plus de consommer des choses sucrées. Avec notre Sugar Balance Tea, on vous assure que dorénavant, vous pourrez réguler, vous pourrez normaliser le taux de sucre contenu dans votre sang. Vous l'avez là justement en grand écran, vous le regardez, vous appelez et dès maintenant vous entrez en possession de ce magnifique thé. On s'adresse maintenant à ces personnes-là qui, après avoir perdu du poids,
les graisses ne sont pas extraites du corps. Comment on fait pour éliminer les graisses du corps, mesdames et messieurs? On fait appel tout de suite à notre Slimming Tea. Non seulement il est délicieux, mais en plus de cela, il viendra extraire, évacuer, sortir toutes les graisses restées dans le corps après bien sûr la perte de poids. Et en plus de cela, avec ce thé, on dit non à la peau qui pend. Pas que vous marchez à gauche, la peau est là à droite. Non, la peau reste justement figée sur votre chair et vous avez une allure élégante, une allure magnifique. On passe à un autre bien-être, un bien-être assez spécial. Il s'agit du Hair-Nurturing. Avec ce produit, on dit stop à la grève des cheveux. Parce que oui, justement, il y a personne qui souffre de la grève des cheveux. Pour les hommes, on parlera de calvitie. Il y a des déserts là qui se forment. Parfois au creux de la tête. Et pour des dames qui parfois se sont un peu trop tressées, voilà, les cheveux ont disparu devant la tête. Ou alors, il y a quelques petits rats qui sont passés par là. Comment on fait pour faire repousser les cheveux? Vous utilisez tout simplement notre Hair-Nurturing. Il est fait d'un shampoing que vous utilisez une fois par semaine et d'un gel appliqué chaque matin et chaque soir. Après utilisation, la partie déserte commencera à noircir et juste après, les cheveux feront leur apparition. On vous assure, c'est prouvé, c'est 100% naturel et pour une efficacité totale. On termine sur ce plateau avec une autre Gogo Massé Dieu. Moi, je l'ai surnommé le masseur à tête de cobra parce qu'il a une tête assez particulière, c'est vrai. Plus qu'un massage, c'est un moment de détente, de relaxation, de bien-être à partager en couple ou même en famille. Parce que oui, si vous avez des adolescents déjà à la maison, après une journée de sport, ils ont besoin de se détendre. En famille, on peut également donc utiliser ce Gogo Messenger. Tous ces produits, donc, où est-ce que vous les retrouvez? Bah, tout simplement dans nos différents locaux, au Cameroun et à l'international. Parce que oui, justement, nous sommes au Cameroun, du côté de Douala, BP Cité, face, derrière la Totale, face paroisse Christ Roi. Nous sommes à Yaoundé, face garantie voyage Sam. Très prochainement à Bamenda. Et à l'international, nous sommes localisés à Lomé, au Togo, ancien immeuble Air Burkina, à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié. Et justement, nous sommes à la recherche des distributeurs, des représentants, des personnes qui pensent pouvoir nous représenter au Cameroun à l'international. Les codes d'accès sont affichés au bas du petit écran pour toutes les personnes. Voilà, avec nous, c'est le bien-être assuré, c'est prouvé. Et ce qui est sûr, vous repartirez toujours satisfait. Merci Itel et notre chère Simone Coco pour toutes ces informations sur le bien-être à travers Africam Shopping Complex. Nous ressortons avec ceci. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Merci, retour sur ce plateau. Meggy nous délivre également ces quelques messages restants. Voilà, donc c'est le gouvernement et le régime Biya qui sont la cause de tous nos maux et il faut les chasser pour que notre pays aille mieux. Tout à fait. Il est intransigeant. La date limite d'inscription sur les listes électorales s'est fixée au 31 août prochain. Pour ceux qui ont 20 ans et plus, vous devez continuer à vous inscrire. Bini Kafo qui nous dit, est-ce que c'est vrai, 37 ans avec 44 enfants, c'est incroyable pour moi. Vraiment, ça s'explique comment? C'est pour ça qu'on dit que c'est un cas exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'on se marie généralement à 12 ans? Non, mais elle est allée à 12 ans, elle a commencé à faire les enfants à 13 ans. Donc voilà. Et à quelle fréquence elle en a fait? Et elle fait même les triplets, les quadruplets. Justement. Donc, Dieu fait donc des merveilles. Dieu nous a fait découvrir une merveille. Là, donc Bini, ça veut dire qu'elle n'a pas fait 44 accouchements. Tu vois, elle a une hyper-ovulation, ce qui fait qu'elle a fait des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Donc, en, je ne sais pas, 6 accouchements ou 7 accouchements, elle aurait pu faire tous ses enfants. Il faut seulement qu'on aille là-bas voir si elle n'a pas de sœurs qui ne sont pas mariés, peut-être ça peut développer l'Afrique. Donc, comment que nos enfants voient si ces filles ont commencé à viser ces filles. Là, le continent africain aura encore des populations plus que la Chine aujourd'hui. C'est bien ça, c'est bien ça, Mbombo. Il y a des richesses que d'hommes. Voilà. Le Cameroun a 475 000 km². On occupe combien? Donc Bombok et Charles Amel sont contre le planning familial. Vous devez comprendre qu'il faut respecter les traditions des peuples et respecter les croyances. On respecte les croyances, respecter les traditions. Si vous arrivez sur un peuple où vous les voyez marcher avec les mains, marchez avec les mains.
vous ne pouvez pas bafouer des traditions séculaires sous le prétexte d'une occidentalisation très compliquée qui eux-mêmes la dépasse. Et maintenant, pourquoi la tradition, les traditionalistes ne lui viennent pas en aide? Précisément parce que les Occidentaux nous trompent. Pourquoi que c'est depuis Chirac jusqu'à Macron aujourd'hui dit oui, le marché le plus prospère aujourd'hui c'est la Chine et l'Inde. Précisément parce que la Chine et l'Inde ont plus de la moitié des êtres qui vivent au monde. Ils vont là-bas, Airbus est en train de s'installer en Chine. Et précisément les Chinois ont dit nous on est prêt à acheter 150 Airbus, mais vous allez les fabriquer chez nous. Ils sont en train de les fabriquer là-bas. Voilà. Il y a des gens qui vous dit vous avez un marché de combien de gens? Votre population s'élève à combien? Et on veut donc faire l'Afrique sans les Africains. Accoucher. En tout cas, j'ai pris note. Quand il s'agit de tradition, il ne faut pas titiller Mbombo et Charles Armel. Puisque c'est là où ça nous amène droit vers Dieu. C'est même Dieu, la tradition, la vie. D'accord. La préservation de la vie. Il faut donner la Michel Kakan a dit que ce n'est pas la vie. Alors, Megui, merci de les enfants qui poursuivent. D'accord, d'accord. Alors, entre le choléra et la peste, il faut choisir. Il a fallu... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fallu que le CIRAC vienne pour qu'on puisse nettoyer l'hôpital de Deido. Il fallait voir comment son état était avant. C'est pareil dans la plupart des hôpitaux. Non, c'est faux. C'est faux. Bah, en fait, il n'y a même pas tout le monde. L'organisation. Il y a une visite du président de la République, il y a un support pour l'État. Vous avez appelé ça revêtement de réhabilitation. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Oui. Dans les lois non écrites qui régissent le monde depuis 1945, il est dit que les épouses des chefs d'État continuent la politique sociale de leur époux, de chef d'État. C'est-à-dire que ce n'est pas une faveur lorsque l'épouse du chef de l'État vient faire des choses. Ce n'est pas une faveur. C'est un pays qui était là. Mais c'est encore une faveur. L'État, les citoyens lui ont même accordé une faveur parce qu'il utilisait, lorsqu'on crée le CIRAC, il a utilisé les fonctionnaires. Donc, ce n'est pas le CIRAC qui les payait, ni la fondation qui les payait. C'est les frais du contribuable qui les payaient. Donc, c'est une exigence même, je dirais, protocolaire pour lui. Deuxième chose, c'est son mari, le chef d'État, qui a prêté serment. Oui. Et il s'est engagé à porter le bien-être au Cameroun. Voilà. Lorsque les Lions indomptables nous ont amenés au quart de finale de Coupe du Monde, il a donné une interview, il a dit « Je ne quitterai pas ce pays tant qu'il n'y aura pas la prospérité. Oui. » C'est lui qui l'a dit en juin 90. Souvenons-nous bien. Merci. Voilà, merci Mbombo pour tous ces éclairages. De toutes les façons, vous êtes une véritable bibliothèque et nous on en profite bien sur ce plateau. Foxing Bruno, trop de désordre au Cameroun. Comment expliquer que je parte composer le bac F3? Je retrouve encore mon nom sur deux listes. Mon nom qui figure encore sur la liste de la première F3 et la terminale F3. Or, j'ai déjà le probatoire il y a de cela 2 ans. Peut-être c'est ça qui est la cause de mon échec au bac F3 chaque année. Parce que il a retrouvé son nom à 2 endroits. Oui, sur la liste du probatoire et la liste du bac. Est-ce qu'on a attesté que le même nom à composer, ça peut être un enfant que son père fait, il n'est pas au courant. Ça peut être ça. Donc il faut bien qu'il enquête, il faut qu'il se rassure. Parce qu'on a souvent vu des enfants se retrouver comme ça, rentrer, dire que j'étais à l'école, il y a un enfant qui porte le même nom que moi, la maman sait ça savoir, et après on découvre que c'est effectivement... Peut-on tenter de comprendre? Non, de manière plus sérieuse, il faudrait qu'il s'approche du secrétariat de l'examen du baccalauréat qui est là, et en plus, il fait sa requête là-bas, et il se rend lui-même à la direction de l'office du bac, qui je trouve c'était à Oudja, je pense, qu'il se rend là-bas lui-même pour s'enquérir de la situation. Mais je pense qu'il a quand même dû suivre toutes les procédures. Lorsqu'il s'en plaint, il marque là une sorte de... Il est dépassé, il semble être dépassé du fait que le nom apparaisse. Mais comment est-ce que le nom peut apparaître? Forcément, il y aura une absence qui sera constatée quelque part. On va déclarer une absence quelque part et ailleurs, il va composer. Donc, quelque part, quand même, ces doublons qui arrivent réussissent facilement à être gérés. À moins, c'est pour ça que je dis à moins, parce qu'il y a eu plusieurs cas où l'enfant a cru que son nom était sorti 2 fois, on lui a fait comprendre que non, tu n'es pas safe. D'accord. Konkouma de Bonabéry, la souderie de Sanchou, la plaine a été fermée, le comice agropastoral n'existe plus. Pourtant, les engins agricoles sont envahis par les herbes qui poussent dessus. Et en passant, les ministres de M. Paul Biya roulent dans de gros cylindrés et passent leurs vacances en Occident. Je peux attraper un AVC en pensant aux affaires de ce pays. Non, passez pas. Inscrivez-vous sur la liste électorale et protégeons notre vote si nous voulons qu'il quitte le pouvoir et tout son régime.
Voilà la seule arme que nous avons. Ne mettons pas notre pays à feu et à sang. N'attrapons pas les AVC. Nous avons l'arme, c'est le vôtre. Pascaline Dié, un médecin qui a forgé ses connaissances avec un matériel approximatif, ne peut que faire des diagnostics approximatifs. Ces diagnostics approximatifs qu'ils font aux autres leur sont faits à eux aussi et aux membres de leur famille. La santé est une affaire de tous. Chaque citoyen doit participer selon ses moyens. Un salaire versé sur un compte bancaire peut être amputé d'une certaine somme pour la sécurité sociale et l'achat d'un matériel neuf pour nos hôpitaux, comme dans certains pays étrangers. Oui, d'où la revendication des membres du CIMEC, la couverture sanitaire universelle. Absolument. Qui nous accompagne même avec la réforme de la CNPS. Parce que c'est depuis 2004 qu'on a créé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Mais on ne parle plus de sécurité sociale. Voilà. Voilà, Roberto Andogbon qui nous dit que la femme l'a appuyé sur le bouton déranger. 44 enfants, c'est trop pour une femme. Oui, mais ce n'est pas trop pour le continent africain. D'abord que l'Ouganda n'a pas assez de population. Elle peut servir à la communauté aussi, tant il est vrai qu'il y a des femmes ou des foyers qui souffrent du manque de productivité. Elle doit être même félicitée. Elle doit être faite citoyenne d'honneur de la ville dans laquelle elle se retrouve. Pour avoir, n'est-ce pas, pour avoir... Bien qu'elle soit allée en mariage à 12 ans. Non. Pourquoi le facteur 12 ans? Parce que j'ai la couché à 13 ans sans problème. Parce qu'on n'accepterait pas que ma fille aille en mariage. Oui, c'est ce qu'il faut demander, est-ce qu'ils accepteront eux-mêmes? Quand on sait aujourd'hui que... Mais vous êtes d'accord que des jeunes filles de 13 ans entretiennent des rapports sexuels avec des vieillards de 60 ans? Vous les voyez dans les snack bars, vous n'invitez pas Amnesty International, vous n'invitez pas. Pourquoi vous ne dépliez pas dans les bois de nuit? Pas encore se laver. Oui, on est d'accord. Oui. Mais ils vont en boîte. Quand vous les avez en boîte avec les vieux, avec les vieux, vous faites quoi? Ça se fait peut-être, mais est-ce que c'est approuvé? Ah, mais là, tu dis peut-être. Ça se fait, mais est-ce que c'est approuvé? Celle-ci n'a pas été détournée, elle allait bien en mariage. À 13 ans, elle a eu son enfant. Sans problème. Vous en ferez pareil? Merci d'avance. J'ai dit qu'elle va exceptionnelle. Ma grand-mère est allée en mariage à 12 ans. Elle a fait 8 enfants. Elle n'en a pas souffert. De toutes les façons, nous ne tomberons pas d'accord là-dessus. Nous ne soutenons pas, Meggy et moi, que les enfants aient un mariage à 12 ans. C'est un âge. Elles sont ici, elles vendent là maintenant pendant les vacances à 12 ans. Vous les envoyez vendre en route. Pourquoi? Là, il faut les protéger. Lui, il a préféré prendre la sienne à la maison. Il dit tu ne fais pas de prostitution. Allons-y avec les messages restants, Meggy. Alors, mes chers frères, allons nous inscrire sur les listes électorales et qu'en retour, nos politiciens pensent au moins à une coalition pour renverser ce mauvais système. Voilà. Oui, c'est Monsieur Mbok depuis... Les coalitions, il y en a eu depuis longtemps. Les coalitions, il y en aura, mais les coalitions se font sur la base des idéologies politiques. En quoi une partie d'opposition peut s'allier avec le parti de Tiroma? Ils ne sont pas tous des opposants. Même au sein de l'opposition, ce n'est pas la même orientation idéologique. Il faut bien que les partis s'associent par orientation idéologique. Merci pour toutes ces réactions. C'est vrai que le cas de notre sœur de l'Ouganda a suscité beaucoup de réactions et on semble être un tout petit peu partagé sur ce plateau sur la question effectivement des mariages très souvent précoces qui sont également à l'origine de ces accouchements précoces qui nous amènent à vivre ce cas d'exception. Allez, merci à Meggy pour ce beau travail d'investigation sur la toile qui nous a apporté effectivement ces éléments qui ont suscité autant de réactions. C'est sur ce que nous allons certainement mettre un terme à cette production, mais avant cela, il est question d'attirer l'attention des uns et des autres sur les carrefours pour ce qui est du coup de gueule au sortir de cette édition du mardi, des carrefours à Douala qui manquent effectivement d'électrification. Peut-être qu'on en fera un sujet parce que ceux qui sortent tôt, naturellement dans les alentours de 3 à 4h30, sont exposés à ces Camerounais de notre genre qui s'illustrent très bien et qui savent le faire dans le domaine effectivement de l'insécurité qui va galopante dans nos différentes villes et surtout à Douala en cette période de pluie également, parce que c'est pas évident de trouver un abri. Il y en a carrément pas dans nos différents carrefours, même si vous êtes à bord de votre véhicule et que vous arriviez à être sujet justement à une panne, pas évident de vous abriter au risque de vous exposer effectivement à ces brigands. C'est sur ce que nous tirons notre révérence pour le compte de cette deuxième édition.
Portez-vous bien et surtout bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.